Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Daniel Lécureuil, vice-président au développement économique à Granville-Terre-et-Mer. Je suis ravi d'ouvrir cette 30e édition des rencontres nationales de l'économie territoriale et vous prie d'excuser l'absence du président de Granville-Terre-et-Mer, Stéphane Sor, qui n'a malheureusement pas pu se rendre disponible ce matin, à son grand regret, parce qu'il nous a envoyé un message cette nuit pour nous dire que vraiment, il aurait vraiment aimé être là, mais ce n'était pas possible. Le fil rouge de ces rencontres illustre parfaitement le contexte dans lequel les territoires évoluent et les défis que nous avons collectivement à relever. Il y a 10 ans encore, le développement économique d'un territoire passait par l'implantation d'entreprises pour répondre aux besoins d'emploi des habitants du territoire. Désormais, nous avons à gérer le plein emploi et attirer de nouveaux habitants pour répondre aux besoins en main-d'œuvre des entreprises. Il y a 10 ans, nous aménagions du foncier économique en prélevant des terres agricoles et nous subventionnions l'implantation d'entreprises via des prix de vente défiant toute concurrence. Désormais, il nous faut gérer la rareté et réinventer notre approche via des modèles qu'il nous reste à construire. Il y a 10 ans, l'énergie à faible coût et l'eau potable en abondance constituaient des avantages certains et concurrentiels pour convaincre une entreprise de s'implanter ou de se développer. Désormais, il nous faut travailler à la sobriété de nos territoires et donc de ces entreprises. Les collectivités, quelle que soit leur taille, jouent un rôle d'entraînement sur l'économie et doivent montrer l'exemple. Mais elles jouent également un rôle déterminant dans la trajectoire que prend un territoire parce qu'elles portent des compétences en matière de planification notamment, de mobilité, d'habitat et bien évidemment de développement économique. Si le rôle des collectivités évolue, se renforce, il en va de même pour les compétences des professionnels. Le développeur économique est l'interface entre le public et le privé. Et il est avant tout au service du territoire et non pas exclusivement au service de l'entreprise. Son rôle d'interface lui confère une fonction transversale au sein de nos structures et une prise en compte de l'ensemble des dimensions que je viens de vous décrire. Vos travaux de ces 3 jours vont dans ce sens et je salue la capacité des professionnels engagés dans ce réseau à porter un événement qui permet cette montée en compétences collectives. Je vous souhaite donc une très belle édition de ces rencontres sur notre territoire et j'aurai plaisir à vous revoir ce soir pour le dîner. Bon courage à toutes et tous et bon séjour à Granville. Bonjour et bienvenue à tous. Merci Monsieur le Vice-président. Merci aussi pour l'accueil de Granville-Terre-et-Mer et le soutien sans faille de la collectivité à notre action. Je voulais remercier également vos équipes et en premier lieu Annabelle Couffourier-Ferrol et ses collaborateurs qui ont été les artisans de l'organisation de ces journées. Artisans toujours efficaces et de bonne humeur. Voilà, c'est à noter parce que c'est pas toujours très simple de s'occuper de logistique pour un événement sur 3 jours. Donc on peut les en remercier. Voilà, et les applaudir. Je voulais aussi remercier nos partenaires, Attitude Manche, Schéma, l'Office du tourisme, Studio Reset et Terre d'Avance, qui nous permettent aussi d'avancer, nous, associations, et de vous produire cet événement. Je voulais remercier aussi le comité de pilotage d'organisation des rencontres qui œuvre à vous concocter un bon programme et à le réaliser également puisqu'il est aux animations des différents moments de ces journées. Voilà. Notre environnement de travail, Monsieur le Vice-président l'a bien souligné, évolue énormément, de plus en plus vite.
Et donc les enjeux qui y sont associés évoluent aussi très vite, donc notre métier également. Voilà, nous allons tenter durant ces 3 jours de trouver des nouvelles réponses, d'adapter nos outils et puis d'adapter nos modèles aussi de fonctionnement et de développement. Voilà, c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble pour répondre aux transitions qui nous sont quand même imposées par différentes choses comme le climat, comme voilà, par l'ensemble du contexte social, environnemental et sociétal et économique. Voilà. Cette édition est effectivement une édition un peu spéciale puisque c'est une édition anniversaire, les 30 ans. Entre les premières rencontres des services économiques des villes moyennes et les rencontres nationales de l'économie territoriale, 30 ans ont passé. Rien que le changement de titre signifie bien le changement de paradigme dans lequel on se trouve. Hein. On est passé des villes moyennes aux intercos et aux régions pour ce qui concerne le développement économique. Donc, je voudrais aussi mettre en évidence des gens qui nous suivent depuis le début. Bernard Fontaine, qui est devant, qui prend des photos, qui est là depuis 91. Et puis, Claudine Pilton, qui est là depuis 98 aussi, et secrétaire de l'association. Voilà. Depuis 30 ans aussi, notre organisation a changé, puisqu'on est passé en 2008 sous forme associative. Et c'est une association uniquement de bénévoles engagés et impliqués. Donc n'hésitez pas, si vous avez la fibre et la possibilité, à nous rejoindre. Vous ne gagnerez pas grand-chose économiquement, mais, mais le partage et ce qu'on peut apporter aux autres développeurs, bah c'est important, enfin, pour ceux qui participent. Voilà. Et je vous invite aussi à soutenir l'association. Les cotisations ne sont pas très élevées. Vous pouvez aussi faire cotiser votre employeur, votre organisme. Vous avez des bulletins d'inscription dans vos petites pochettes. Et on fera un tirage au sort ce soir. Voilà, il y aura une urne où déposez votre adhésion. Et il y aura 3 gagnants tirés au sort qui auront des lots sympathiques fournis par l'Office du tourisme. Voilà. Et puis, voilà. Voilà. Et ben, je vous souhaite de bons travaux. Et puis maintenant, place à la conférence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir ouvrir cette 30e édition des Rencontres nationales de l'économie territoriale avec cette conférence. Moi, je suis Sarah Laurence. Ça fait 3 ou 4 ans maintenant que je fais partie du réseau. Et puis, par ailleurs, j'ai cofondé le Studio Reset, un studio de formation dédié à la transformation écologique des entreprises et des territoires. Et quand on cherche à faire le lien entre transition écologique et développement économique, développement territorial, eh bien on tombe assez rapidement sur la notion de résilience. Alors je pense que vous en avez bien entendu, tous entendu parler de cette résilience, probablement que vous en parlez vous-même, mais je trouve que c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on met dedans, et puis au-delà du concept, de savoir comment ça peut se concrétiser à l'échelle de politiques publiques, à l'échelle de ses projets, à l'échelle de son territoire.
Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé à Corentin Rillet d'intervenir ce matin pour cette conférence. Corentin qui travaille au Shift Project, un think tank que vous connaissez peut-être pour notamment son plan de transformation de l'économie française qui a été publié il y a quelques années. Et Corentin a mené un gros travail sur cette question de la résilience territoriale, comment elle s'exprime selon les diversités de territoires. Et c'est un peu de ça dont on va se parler aujourd'hui. Donc déjà, merci beaucoup Corentin d'avoir accepté cette invitation. On va organiser la conférence en 2 séquences. Une première séquence où on va pouvoir reposer un petit peu des éléments de concept, les enjeux autour de ce que c'est cette idée de la résilience, et une seconde séquence plus illustrative pour essayer de faire le lien, je dirais, entre théorie et pratique. Et à l'issue de chacune de ces séquences, on prendra des questions. Donc, n'hésitez pas, on fera circuler le micro et on gardera une grosse quinzaine de minutes à l'issue de chaque séquence pour ça. N'hésitez pas, encore une fois, notez vos questions. Sans transition, je te cède la parole, Corentin. Bonjour à tous, une très belle présentation de Sarah, donc je vais m'en contenter en ce qui me concerne. Donc je représente le Shift Project. What is the Shift Project? Un think tank, donc un laboratoire d'idées en bon français. Concrètement, on produit des éléments de synthèse scientifique et de vulgarisation, un peu de recherche en partenariat avec des experts de différents sujets pour faire avancer un sujet qu'on pense central, qui est celui de la décarbonation de notre économie. On est un lobby, on est un gentil lobby, nous. On vise à éclairer et à influencer les débats sur la transition énergétique dans le sens de l'accélération de cette décarbonation. Et je précise aussi, question de conflit d'intérêts, etc., le Shift Project n'est pas une association de personnes avec des bénévoles comme dans une association classique. On est une association d'organisations et d'entreprises. Donc on est financé par des entreprises très écologiques comme Vinci, Bouygues et beaucoup d'autres. Qui sont tous minoritaires à notre conseil d'administration et dont on a plaisir à leur voir claquer la porte quand ça ne leur convient pas. Mais c'est précisé comme ça. Les bénévoles sont rassemblés dans une asso parallèle qui s'appelle les Shifters, et vous avez sûrement des Shifters près de chez vous, ils ont peut-être déjà contacté, ils aiment bien contacter les élus, les gens au DVECO, etc. Donc ils sont très gentils, ils veulent juste aller dans le bon sens, même si parfois ils envoient beaucoup de mails. Ça a été dit, premier élément, un peu de contexte et repositionner. Bon, ça vous fait une ouverture à la journée plus générale, mais c'est important aussi de repositionner la grille d'analyse qu'on a nous au Shift, parce que comme toute grille d'analyse, elle est partielle, elle a des objectifs principaux. En tout cas, voilà, je vous la livrer pour vous donner un peu comment on cadre ce sujet, ce qui permettra de cadrer un peu la manière qu'on a de concevoir, nous, la résilience. Bon, changement climatique sans transition, je ne vais pas vous faire la carte météo des risques français, hein, vous les connaissez, ça s'accélère, on est bien. Dernier rapport du HCC nous a dit qu'on avait franchi les 1,9 degrés de réchauffement climatique en France. C'est l'occasion de faire un petit point quand même là-dessus. Juste pour donner encore une fois des éléments de grammaire commune, 1,9 degrés en France, alors que l'objectif mondial est de limiter le réchauffement à 1,5. Christophe Béchu qui nous annonce qu'il faut se préparer à 4 degrés, Quesaco. Très concrètement, vous l'avez sûrement en tête, le réchauffement climatique est plus rapide à mesure qu'on se rapproche des pôles, et il est plus rapide sur les terres qu'en mer. Ce qui explique qu'on a un objectif à l'échelle mondiale de limiter, si possible, en deçà le réchauffement climatique de 1,5 degré, mais qu'en France, on est déjà explosé ce compteur. Et on se dirige donc vers un réchauffement anticipé à horizon 2100 qui est de 4 degrés. C'est vraiment le scénario médian aujourd'hui qui est retenu. Je ne fais pas plus de focus sur ces éléments-là, si ce n'est pour rappeler une chose toute simple. Tous vos territoires sont concernés où que vous soyez. Je pense que vous avez tous eu des petites prémices de ce que ça peut vouloir dire le changement climatique, en particulier avec l'été 2022. Et évidemment, ça varie énormément selon la géographie. Mais comme toute chose, la géographie c'est bien, mais ce qu'il y a derrière et ce qui compte vraiment pour nous, c'est notre territoire, la manière dont il est aménagé. S'il n'y avait pas d'aménagement, ce ne serait pas vraiment des risques pour nous. Ce serait des jolis aléas climatiques à l'autre bout du monde, ce ne serait pas un sujet. Et pour remontrer ces interactions classiquement entre l'aménagement du territoire et les aléas climatiques, j'ai remis l'exemple paradigmatique des îlots de chaleur que je ne présente pas, hein. La manière dont la ville est conçue qui fait que la ville va se réchauffer plus vite en cas de vague de chaleur.
avec des conséquences très concrètes sur la santé des habitants, sur les infrastructures. Dans un contexte où ça se réchauffe, ça devient très problématique, hein. On va franchir des pics de chaleur dans la seconde moitié du siècle qui vont passer les 50 degrés en ville. Et à 50 degrés, malheureusement, la plupart des systèmes urbains ne fonctionnent plus. Quand on a eu ces températures-là à Vancouver, il y a les câbles du tram confondus. Ça a mis concrètement le réseau de transport en commun à l'arrêt. Oh, c'est dommage, les transports en commun, c'est bien pour la transition. Eh bah ouais, il n'y a plus. Donc petit enjeu à aujourd'hui faire évoluer à la fois l'aménagement de ce territoire et les process dans une logique d'adaptation. Ok, mais s'adapter à quoi? Parce qu'on l'a vu, il y a plein de chiffres, il y a plein de montants. Est-ce qu'on s'adapte à 1,5, à 2 degrés, à 4 degrés? Bon, très concrètement, on s'adapte à ce qui est déjà là. Donc il faut trouver déjà, rien qu'aujourd'hui, des manières de faire avec moins. En 2022, on a eu enregistré un déficit de précipitation qui s'est monté à 25%. Derrière, c'est les centrales hydroélectriques qui ont fonctionné en 20% en dessous de leur capacité. On a eu des baisses de rendement de 10 à 30% sur les cultures. Malheureusement, ça va se compliquer pour la suite du siècle. Et une année comme 2022 va devenir une année standard dans la deuxième partie du siècle. Concrètement, 3 années sur 4 seront aussi chaudes ou plus chaudes que 2022. Donc si en 2022, vous avez dû taper profondément dans les nappes phréatiques pour pouvoir continuer à pérenniser les activités, ça ne sera pas possible si c'est 3 ans sur 4. Là, vous avez les petites températures enregistrés, c'est les petits points noirs depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça monte en flèche, c'est déjà sympa. Quand on fait des investissements aujourd'hui, vous le savez très bien, ces infrastructures, ces investissements, ils sont là pour durer. Donc, il faut bien entendu qu'ils soient compatibles avec un scénario de réchauffement où on va avoir des pointes de chaleur, je vous disais tout à l'heure, à 50 degrés d'ici 2050. Et si c'est de la très longue durée, on peut envisager des scénarios encore supérieurs. Et dans tous ces cas-là, bien avoir en tête les épisodes de crise, c'est-à-dire les extrêmes climatiques. On a tendance à se focaliser et faire des scénarios un peu constants en ajoutant 1 ou 2 degrés. On a aussi des extrêmes climatiques qui montent dans ces contextes-là, donc bien prendre en compte les pics de chaleur et pas seulement la chaleur tendancielle. Bon, c'est sympa, tout ça, on va s'adapter au changement climatique. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas s'adapter à n'importe quel niveau de réchauffement climatique. À 4 degrés, ça va devenir très compliqué en France. On aurait pu parler de plein de limites à l'adaptation au changement climatique. C'était un des gros points de focus du dernier rapport du GIEC qui nous disait qu'il y a des limites à l'adaptation, on ne peut pas s'adapter à tout. On peut prendre des exemples très concrets avec les récifs coralliens qui vont à peu près tous disparaître si on atteint les 2 degrés de réchauffement climatique. Mais beaucoup plus proche de chez nous, on a un sujet par exemple avec nos petites forêts françaises. Forêts si essentielles pour atteindre la neutralité carbone. Neutralité carbone, donc je le rappelle, équivalence entre ce qu'on continuera d'émettre comme émissions en 2050 et après, parce qu'on ne sera jamais à zéro, puisque ne serait-ce que nos petites vaches vont continuer à rôter. Et en face, la capacité des puits de carbone à absorber dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. C'est seulement parce qu'on a une équivalence entre les deux qu'on va pouvoir à un moment ou à un autre stopper le réchauffement climatique. Et en France, on compte avant tout sur nos forêts, donc nos écosystèmes, pour faire cet effort de captation. Là, vous avez en bleu ce qui a été capté par la forêt française, enregistré depuis les années 90, avec, vous le voyez, des petites chutes. Bon, c'est les tempêtes. 99, Lothar, Martine, bon. Et vous avez ensuite, en pointillé violet, ce qui était prévu dans la stratégie nationale bas carbone 2, c'est-à-dire une relative stabilité du puits de carbone, et même une petite augmentation, parce qu'on n'est pas bête. On a compris que pour limiter le réchauffement climatique, les arbres c'était bien, donc on va en planter, et résultat, ce sera plus facile de lutter contre le changement climatique. Alors on a un petit problème, c'est qu'entre-temps, les sécheresses se sont accentuées, leur fréquence a augmenté, la forêt va mal, et déjà aujourd'hui, le puits de carbone s'est complètement cassé la figure. Sous l'effet de ces contraintes climatiques, il est aujourd'hui 60% inférieur à ce qui avait été planifié dans la stratégie nationale bas carbone, et pourtant, on n'est qu'à 1,2 degré de réchauffement climatique à l'échelle globale. On est à peu près certain qu'on va franchir les 1,5 à l'échelle globale en 2050. Donc, la situation ne va pas s'améliorer pour la forêt. Et qui dit puits de carbone moins important, dit plus d'efforts à faire pour limiter le réchauffement climatique. Donc plus d'efforts de sobriété, plus de changements. Et qui dit surtout, au-delà de ces chiffrages technocratiques, que les forêts françaises sont en train de mourir. C'est quelque chose qui n'est pas très positive. Concrètement, le climat français se méditerranéise, donc les forêts qui n'étaient pas adaptées à un climat méditerranéen vont mourir sur pied, être remplacées par des forêts méditerranéennes à long terme, beaucoup moins productives. Donc, puisqu'il y a des limites à l'adaptation, on ne peut pas se contenter, comme le proposent certains modèles économiques, de trouver un optimum entre le réchauffement et l'éco économique pour la société. Non, on essaie de limiter au maximum pour éviter de franchir ces effets de seuil, le changement climatique. Et c'est ce qu'au cœur de notre travail au Shift Project, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En particulier, de sortir de manière très rapide des énergies fossiles,
parce que ce sont ces énergies fossiles qui contribuent majoritairement à nos émissions de gaz à effet de serre, et parce que, deuxième contrainte que je vais expliciter tout de suite et qu'on prend en compte au Shift aussi, ce sont des ressources qui se raréfient. En un mot sur le budget carbone, ici vous avez du coup ce gros carré, c'est le budget qu'on s'est fixé collectivement à l'échelle mondiale pour rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique. C'était en 2015, c'était la COP, on était tous très fiers de ce qu'on avait fait, on allait changer le monde. Là, c'est ce qu'on a consommé chaque année à l'échelle depuis. En 2021, il faudrait rajouter à peu près 2 carreaux de la même taille pour 2021 et 2023. Donc, grosso modo, on est en train de briser en moins de 30 ans un budget de carbone qu'on s'est fixé pour 85 ans. Alors, vous savez ce que c'est le budget d'une collectivité? C'est le même sujet. Si vous cramez en budget en 1 an qui était pour 4 ans, ça va être compliqué. Donc on a grosso modo 30 ans pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour éviter de passer le seuil des 2 degrés. Pourquoi 2 degrés, encore une fois? C'est un seuil fatidique pour la plupart des écosystèmes. C'est-à-dire au-delà de 2 degrés, on l'a dit, les récifs coralliens s'effondrent. C'est un seuil aussi qui est considéré comme très dangereux pour la plupart des forêts tropicales. Mais déjà, à 1,5 degré, seuil qu'on va franchir, ça va compliquer l'équation. Deuxième enjeu, les énergies fossiles. Petite ressource finie dont on annonce régulièrement la fin pour nos sociétés. Le fait est qu'on a eu beau repousser les limites d'exploitation, ça coûte de plus en plus cher d'aller chercher du pétrole, c'est de plus en plus compliqué techniquement, et quand on observe les dynamiques, ne serait-ce qu'au niveau de l'investissement, mais les dynamiques aussi géologiques pour les principaux pays fournisseurs de l'Union européenne, on constate que plus de la moitié des pays qui nous fournissent vont voir leurs exportations commencer à chuter au cours de la décennie 2030. Et ils vont concrètement nous ramener à la fin de la décennie 2030 à un niveau d'exportation qui est celui de 2019. Donc dans ce contexte-là, on a tout intérêt, alors qu'en plus d'autres pays se développent et veulent du pétrole, à réduire drastiquement nos importations de pétrole, et donc nos gaz à effet de serre, ça tombe bien, afin de faire en sorte que notre société continue à fonctionner. Donc c'est un sujet, et par ailleurs un sujet aussi qu'on pourra aborder plus simplement sous l'angle géopolitique. Ça n'échappe à personne que la France n'est pas autonome sur le plan de ces énergies fossiles. On produit à peu près 1% aujourd'hui de ce qu'on consomme. Ça ne changera pas à l'avenir, on n'a pas de magnifiques ressources sous les pieds. Donc en termes de capacité à choisir collectivement notre destin, se rendre indépendant des énergies fossiles, c'est gagner beaucoup en termes de souveraineté. Alors du coup, on a 20 à 30 ans pour gérer ces contraintes climatiques et cette contrainte de pression sur les ressources. Et il se trouve que c'est aussi à peu près les pas de temps pour changer le système technique qu'on a en face de nous. Parce que c'est bien le système technique qu'il faut changer. On a beau mettre toujours l'emphase sur les comportements et c'est très important, mais à la fin, ceux qui consomment du pétrole, ce sont aussi nos machines. Donc si on est tous d'accord pour changer, encore faut-il changer ces machines. Et là, il y a des pas de temps un peu incompressibles. Changer un parc de véhicules, ça ne se fait pas en 2 jours. Changer un mix électrique national, ça ne se fait pas en 2 jours non plus. On commence à en prendre la mesure. Si vous voulez mettre plein d'éoliennes et plein de PV, même si tout le monde est d'accord, ça prend du temps. Ouvrir des centrales nucléaires, j'en parle même pas, on n'en sort pas. Changer un tissu industriel, idem. Donc le problème, c'est qu'il faut changer toutes ces machines pour qu'elles arrêtent de fonctionner aux énergies fossiles et qu'elles fonctionnent autrement. Donc qui dit que les pas de temps sont à peu près du même ordre de grandeur, dit aussi que le temps aujourd'hui qu'on ne prend pas à transformer ces systèmes, ou on les transforme trop lentement, c'est du temps pris sur notre budget, c'est des risques supplémentaires pour notre société. Ok, bon là on est tous d'accord, super, le Shift Project, on veut sortir des énergies fossiles, mais c'est très bien, mais concrètement ça passe par quoi? Parce que sur le principe on est tous d'accord, mais voilà, aujourd'hui les énergies fossiles c'est plus de 2 tiers de notre consommation d'énergie finale. Et par ailleurs, vous avez tous en tête que si ces 2 tiers disparaissent, il n'y a pas 30% de la société qui fonctionne, il y a 0, parce qu'il n'y a personne qui se déplace, il n'y a plus de camions qui circulent, on va tous avoir très très faim. Donc, par quoi on le remplace? Petite revue de littérature sur les capacités de remplacement dans la société française. L'hypothèse 1, c'est de les remplacer par des biocarburants. C'est très à la mode en ce moment. Biocarburants, pourquoi? Le pétrole et le gaz, foncièrement, c'est des chaînes de carbone. Chaîne de carbone, on en produit chaque année partout dans notre pays. En fait, c'est ce que font les végétaux et on a d'ailleurs brûlé du bois bien avant de brûler du pétrole. Donc on pourrait très bien se dire qu'on remplace l'ensemble des fluides qui sont aujourd'hui dans nos véhicules par des produits issus de la biomasse végétale. Le petit problème, bien sûr, c'est la question du passage à l'échelle. On consomme des quantités astronomiques de pétrole, de gaz et un peu moins de charbon en France, mais quand même. Et si jamais on voulait remplacer l'ensemble de cette consommation par des produits issus de la biomasse, il faudrait dédier plus de 100% de nos surfaces arables et de nos surfaces forestières à la seule production d'énergie. On aurait quelques problèmes pour nourrir les habitants restants à l'échelle française.
Deuxième possibilité, les carburants de synthèse. Alors, carburant de synthèse, très souvent dans les médias, on parle plutôt de e-fuel, parce que ça doit être plus joli en anglais. Très concrètement, ça veut dire qu'on va reproduire nous-mêmes du pétrole ou des carburants de synthèse. C'est pas compliqué, hein. On sait faire ça depuis des dizaines d'années. Si ça n'a jamais été fait, c'est pour des raisons simples, c'est que c'est peu rentable, c'est très coûteux en énergie, hein, d'électrolyser concrètement de l'eau, de rajouter du carbone pour pouvoir reproduire ces carburants de synthèse. Et par ailleurs, il faut aussi des grandes quantités justement de carbone à l'état pur pour pouvoir créer ces carburants de synthèse. C'est possible, mais encore une fois, le sujet, c'est la question du passage à l'échelle. Il faudrait aujourd'hui multiplier par 5 la production électrique française si on voulait être capable de remplacer nos carburants fossiles par des carburants de synthèse. Alors quand on voit que RTE nous dit « oulala, déjà augmenter de 50% la production électrique, c'est le bout du monde », on a du mal à croire qu'on puisse aller sur une hypothèse de 5 x 5 en France. Ça ferait un sacré paquet de centrales nucléaires, ça ferait très plaisir à Jean-Marc Jancovici, mais c'est pas forcément la solution. Dernière possibilité, celle qui est retenue aujourd'hui par à peu près tous les scénarios, et quand je dis à peu près, en fait, c'est tous les scénarios crédibles de transition en France aujourd'hui, RTE, ADEME, Shift, Negawatt, Terawattheures, etc., c'est d'électrifier massivement le fonctionnement de nos machines. L'intérêt, c'est que comme on ne passe pas par une transformation intermédiaire, on met directement l'électricité dedans, c'est plus rentable, ça demande une augmentation modérée de la production d'électricité. On pense être capable de tenir. Ça pose quand même des problèmes, en particulier parce que ça demande une consommation très conséquente de minéraux, de matériaux, pour accomplir cette transition. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser de biocarburants ou de carburants de synthèse. Il y a plein de secteurs de l'économie où on ne pourra pas électrifier, ou parce que le process est trop coûteux, ou parce que simplement il faut atteindre certains niveaux de chaleur où c'est beaucoup plus simple à faire avec de la combustion. On pourra en utiliser. Ce que ça veut dire, c'est que ces ressources sont disponibles en quantité limitée, et par conséquent, quand on choisira de les affecter à un secteur économique, il faudra bien avoir en tête que tout le monde ne peut pas en profiter. Donc il faudra prioriser les usages de ces différentes énergies. Donc pour résumer un peu l'équation dans laquelle on se trouve sur le plan des contraintes physiques, la première, c'est de sortir le plus rapidement possible des énergies fossiles, parce qu'on va continuer, comme on l'a vécu là, de vivre des soubresauts énergétiques très désagréables, qui vont freiner notre capacité à nous transformer, qui vont engendrer des dépenses pas toujours positives. Quand on voit que là qu'on a dépensé plus de 100 milliards d'euros juste pour maintenir les prix de l'essence à un niveau stable, on peut se dire qu'il y aurait peut-être eu des investissements plus judicieux faits en avance pour faire avancer la transition et éviter ces dépenses complètement folles. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il y avait peu de choix. Deuxième contrainte que nous, on intègre et qui est au cœur de notre analyse, c'est la contrainte sur les matériaux. On n'est pas fous, on a commencé, nous les êtres humains, à taper dans les gisements de matériaux qui étaient les plus accessibles. Ici, vous en avez la démonstration avec la teneur en cuivre dans les différents gisements de plein de pays du monde. Grosso modo, ça s'effondre. Aujourd'hui, on a des pourcentages dans les gisements de teneur en minéraux qui est 2%, parfois 0,5% pour le cuivre. Je ne parle pas de l'or, 1 pour 1000. Donc, on a des ressources de plus en plus diluées, donc ça veut dire aussi des ressources de plus en plus coûteuses à aller chercher, de plus en plus énergivores. Oh, on a de moins en moins d'énergie. Par ailleurs, ça n'a échappé à personne. On n'est pas les seuls à vouloir faire une transition énergétique. À minima, même si ça ne se concrétise pas dans les faits, tout le monde développe les capacités renouvelables. Donc il y a une compétition aujourd'hui sur ces minerais. Troisième point, ça n'échappe à personne non plus enfin si peut-être d'ailleurs parce qu'on n'a pas de mines en France, exploiter des minerais, ça demande beaucoup de ressources naturelles au-delà de l'énergie. Ça demande en particulier beaucoup d'eau. C'est aussi une ressource qui devient de plus en plus rare. Il y a un projet gigantesque de mine de cuivre qui vient d'être annulé au Chili parce qu'il n'y avait pas la ressource en eau disponible. On s'est rendu compte que le pays ne pourrait pas subvenir à ses capacités. Or, on est dans un contexte où il faut faire x5 sur la demande de cuivre, donc ça se complique. Donc nous, on intègre cette contrainte en se disant, ok, déjà, dans notre scénario, on va essayer au maximum de limiter le recours à ces technologies de transition qui sont très coûteuses en matériaux. Sinon, on risque d'échouer parce qu'on n'aura pas la capacité à les importer ou à grands frais. Des dernières contraintes physiques qu'on intègre à notre analyse, qui est très forte aussi, c'est l'usage des sols. Bon, vous l'avez tous en tête, hein, depuis les ZAN, on en parle quasiment quotidiennement. Mais c'est un sujet, c'est que la France fait 550 000 km², elle fera la même taille en 2050, sauf qu'on a envie d'aller utiliser ces terres arables pour faire de plus en plus de choses, pour créer une vraie bioéconomie qui ne dépende plus des énergies fossiles. Mais voilà, les terres sont limitées, on continue d'artificialiser à un rythme assez affolant et donc de perdre des terres, et en plus, celles qui nous restent,
Et ben, du fait du changement climatique, elles sont de moins en moins productives. Donc en réalité, on est plutôt sur une baisse de la productivité biologique globale de nos écosystèmes, alors qu'on a envie de faire monter aujourd'hui notre production. Donc nous, notre scénario, il intègre un peu ces différentes dimensions, en essayant de se dire comment est-ce qu'on reste dans la zone de sûreté au milieu. Zone de sûreté, ça veut dire si on repose moins sur les technologies, si on ne sursollicite pas les sols, si on réduit en même temps drastiquement notre consommation de pétrole, ça veut dire des efforts de sobriété qui sont intégrés à nos scénarios, qui sont importants, mais j'y viens tout de suite. Ça, je zappe, c'est exactement ce que je vous disais avec l'exemple de la forêt, parce que là, on a les données. La production biologique de la forêt en France, elle a commencé à décliner. C'est exactement le revers de ce que je disais tout à l'heure sur la captation de carbone de la forêt. Qui dit qu'elle capte moins, ça veut dire que les arbres poussent moins. Donc on a passé ce seuil où la forêt française commence à moins croître. Ça ne veut pas dire qu'elle réduit en surface, etc., mais elle croît moins vite qu'avant. Et de l'autre côté, on a une augmentation des usages très importante qui accentue du coup la pression sur cette ressource et à terme un potentiel de déforestation qui va devenir une réalité en France et qui serait déjà le cas si on arrêtait aujourd'hui d'importer du bois de l'étranger. Donc notre scénario vise à concilier ces deux voies, s'adapter pour réduire les vulnérabilités d'une part et atténuer le changement climatique pour limiter l'ampleur des aléas. Donc dans les deux cas, en fait, ce qui est au cœur de cette matrice, c'est la question du risque. C'est comment est-ce qu'on réduit les risques pour nos sociétés. Rapidement aussi, plus sur le côté formel de notre travail, on intègre très peu de critères économiques. On ne raisonne pas en euros, on a en entrée concrètement des facteurs de production. Donc on prend les quantités de matériaux, d'énergie nécessaires pour réaliser les transformations qu'on comptabilise ensuite en nombre, en kilomètres de route, en quantité de nourriture produite, en quantité de services par habitant. Et dans les facteurs de production, on intègre les compétences dont je vous parlerai tout à l'heure pour parler un peu d'emploi. Dans le scénario, comment est-ce qu'on a procédé pour sortir le plan de transformation de l'économie française? On a intégré du coup tous les leviers technologiques qu'on pouvait à notre analyse. On s'est posé la question d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire sans changement d'usage, c'est-à-dire sans transformer notre société, en intégrant du coup l'électrification de nos process, dont j'ai vu que je évoquais tout à l'heure, en intégrant des améliorations continues, parce qu'on peut supposer ou espérer qu'on va continuer à améliorer l'efficacité de nos usines, nos dispositifs, etc. Et en intégrant aussi quelques technologies de rupture, c'est-à-dire que notre scénario intègre l'usage de biocarburants, d'hydrogène, voire de capture et de séquestration de carbone dans certains sujets. Et le résultat, c'est que sans changement d'usage, on ne parviendra pas, aujourd'hui en France, à tenir nos objectifs climatiques. Donc on mettra concrètement notre société à risque. Ça, c'est des analyses qu'on a menées d'abord par scénario, avec les acteurs économiques de chacune de ces filières. Et ensuite, on avait un enjeu de rebouclage. Et c'est là qu'on a vu que certaines choses ne marchaient pas, parce que indépendamment, chacune des filières économiques nous promettait d'arriver à la neutralité carbone, mais chacun a grand recours, par exemple, de biomasse, a grand recours de technologies X et Y. Mais quand on met tout le monde dans un même Excel et qu'on regarde à la fin ce que ça donne, on se dit « Ah bah vous êtes très gentil, mais on n'aura absolument pas assez de bois, absolument pas assez de ressources, vous allez beaucoup trop tirer sur le système électrique pour faire votre transition ». Donc c'est un exercice qui était important et qui a préfiguré ce qu'aujourd'hui le secrétariat général à la planification écologique, qui s'intéressent de plus en plus au territoire, ils viennent vers vous, préfiguré où justement il a réalisé ce grand Excel, ce grand travail de concaténation, y compris du coup sur le plan physique, et pour sortir les scénarios qui sont en cours là, pour 2030 entre autres. Donc il faut falloir se réorganiser collectivement vers la sobriété. Se réorganiser collectivement, encore une fois, nous, sobriété, dans notre langage, c'est pas juste une injonction morale faite à chaque individu de se transformer et de se fouetter lorsqu'il consomme de la viande ou prend la voiture. L'idée générale, c'est bien qu'il faut que toutes les options qui sont les plus sobres au niveau de nos consommations, de nos pratiques, deviennent les options par défaut à tous les niveaux dans la société, et qu'à l'inverse, toutes les options les moins sobres finissent par être complètement exclues du champ des possibles. Bon, tout ça, ça ne se fera pas, et là on commence à arriver sur des sujets que vous pouvez aussi avoir au niveau local, sans des éléments de déstabilisation à différents niveaux, sur le plan économique, sur le plan social, et sur le plan concret de la gouvernance, en particulier au niveau local. Déjà sur le plan économique, notre scénario, ce qui montre, c'est que pour tenir nos objectifs, il va y avoir des réductions dans les productions. Là, j'ai pris l'exemple de l'industrie. Très concrètement, si on construit moins de maisons, ce qui est l'une des
Un des objectifs, si on veut préserver nos sols et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, baisse sur la demande de béton, baisse sur la demande d'acier aussi. Le parc automobile, on va certes l'électrifier, mais même si on l'électrifie, il y aura une baisse dans la demande d'acier associée à ces véhicules parce qu'il y aura moins de véhicules en circulation. Si on ajoute aussi le fait qu'on dit qu'on va faire la transition agroécologique, ce qui est une très bonne idée, ça veut dire une baisse dans la production d'engrais. Tout ça aura bien entendu des conséquences sur l'emploi. Et par ailleurs, même si on était sur un scénario plus positif que le nôtre, on se dirait non, vous inquiétez pas, on va continuer de faire autant de béton tout en sauvant la planète. Le simple fait de substituer une technologie par une autre a des effets sur l'emploi. L'exemple paradigmatique, c'est celui de la voiture électrique. Concrètement, hein, vous l'avez peut-être en tête, faire un moteur électrique, c'est moins complexe que faire un moteur de véhicule thermique. Ça demande moins du coup d'emploi. Et donc on estime que rien qu'avec le passage à la voiture électrique, même avec le même niveau de véhicules dans notre société, c'est plus de 100 000 emplois qui seront perdus à horizon 2030 si on est conséquent en France. Donc on a chiffré un petit peu, et là on rentre dans des sujets de Deveco qui vont être intéressants, on a chiffré un petit peu du coup les conséquences sur l'évolution de l'emploi en France de ces différentes évolutions sectorielles, avec des graphiques illisibles. Donc très concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Au global, bonne nouvelle, on a chiffré que la transition allait créer des emplois. Eh bien oui, mais ce n'est pas un slogan politique et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'au regard de la manière dont on a procédé, on n'a pas cherché à créer de l'emploi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché avant tout à réaliser la transition des différentes filières économiques. Quand on a chiffré de l'emploi, c'était un besoin d'emploi, c'est-à-dire on avait besoin de gens concrètement pour rénover les bâtiments, on avait besoin de gens dans de la logistique urbaine, on avait besoin de gens pour faire la transition agroécologique. Donc si on ne trouve pas aujourd'hui les emplois nécessaires à cette transition, on va rater notre objectif. Par ailleurs, ces nombreuses créations d'emplois, plus d'1 million sur le périmètre qu'on a étudié, cachent aussi des grosses disparitions dans plein de secteurs, en particulier des secteurs emblématiques de la deuxième révolution industrielle, et en particulier dans les secteurs qu'on aime bien, que notre président même adore, à ce qui paraît, genre la bagnole. On estime que dans l'automobile, c'est 40% des emplois qui devraient disparaître à horizon 2050. Dans la construction aussi, on se pose toujours la question quel est l'avenir au niveau de l'emploi ? L'isolation, ça va compenser en partie. On a chiffré en effet que ça allait compenser en partie, mais ça n'empêchera pas des destructions d'emplois à dizaines de milliers d'emplois dans le secteur de la construction, parce que ça reste une moins grande valeur ajoutée pour le secteur de la construction. Et création d'emplois, un des gros postes de création qu'on a chiffré, c'est l'agriculture, et en particulier les pratiques dans le maraîchage. Aujourd'hui, on a quasiment la moitié de notre production de fruits et légumes qui est importée de l'étranger. Il y a un enjeu de relocalisation qui est associé à ça. Ça peut paraître fou de faire plus de 500 000 emplois dans l'agriculture. Alors c'est fou, c'est un énorme défi puisqu'on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là, on y reviendra au niveau local. Finalement, ça veut dire revenir au nombre d'emplois agricoles des années 90. Donc c'est pas non plus un autre monde, on ne parle pas de revenir aux années 60, c'est des niveaux d'emploi qu'on a pu avoir par le passé. On pourra revenir là-dessus dans les questions si vous avez des questions sur des secteurs précis, je les ai à peu près en tête normalement. Qui dit transformation économique dit questions sociales qui vont se poser derrière. Ouais, génial. Déjà, au niveau du sentiment de justice des habitants et de la répartition de l'effort, là, vous avez les émissions par habitant avec des déciles de revenus. Ici, les 50% les plus pauvres des Français, les 40% du dessus, les 10% les plus riches. Très concrètement, l'objectif pour la France en termes d'émissions, il était fixé à 2030 à 5 tonnes dans la précédente SNBC. Aujourd'hui, c'est ramené à 4 tonnes avec les nouveaux objectifs de l'Union européenne. Mais ce qu'on constate, c'est que les 50% de Français les plus pauvres ne sont pas très loin de cet objectif en matière d'empreinte carbone globalement. Et de fait, ils ont très peu d'arbitrage dans leur capacité d'achat pour essayer de faire baisser de manière drastique leurs émissions. C'est avant tout des choses structurelles, c'est les services publics dont ils profitent, c'est le système de transport et d'emploi qui les condamne aujourd'hui à utiliser la voiture qu'ils n'ont pas la capacité de remplacer parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est leur chaudière qu'ils n'ont pas non plus les moyens de remplacer. Bref, c'est finalement assez peu leur consommation. Si on regarde qui a de la capacité d'arbitrage aujourd'hui sur son revenu et qui émet, on est dans les 10% les plus hauts. Et aujourd'hui, d'ici à 2030, on s'intéresse toujours aux plus pauvres en parlant d'écologie punitive, etc. Mais ceux qui ont le plus gros chemin à faire, si on est dans une perspective un peu équilibrée sur le plan des émissions, un peu égalitaire, c'est les plus riches qui sont clairement pas au niveau. Il faudrait qu'ils baissent de 80% leurs émissions à horizon 2030. Ils ne le feront pas.
Donc c'est-à-dire que pour tenir nos objectifs, s'ils ne le font pas, on va devoir répartir les émissions qu'ils n'auront pas réduites sur les plus pauvres. Donc ça veut dire des changements structurels encore plus importants. En tout cas, ça veut dire aussi que si le sentiment qui justement été alimenté au moment des Gilets jaunes que certains ne contribuent pas alors que le monde demande des efforts devient vif, on risque de se retrouver dans une situation de rejet massif de la transition écologique qui va prendre bien des formes, en tout cas l'idée qu'on bouscule nos modes de vie et que certains continuent à profiter. Bref, ça pose des enjeux sur comment est-ce qu'on reconfigure un nouveau contrat social dans ce contexte-là. Et ce qui est certain, c'est que ça fait le beurre de beaucoup de gens, hein, comme un certain président de région dans une sortie d'hier sur un autre sujet très proche, mais qui se disent qu'il y a une petite occasion ici d'utiliser la vindicte populaire pour gagner en popularité. Et très concrètement, si ce genre de personnes arrivent au pouvoir, on va repousser ces objectifs au calendrier grec. Ce que ça veut dire aussi à la fin, c'est des enjeux de gouvernance très locaux sur ces projets. Des enjeux déjà qui peuvent être sur le plan technique et d'ingénierie. C'est des sujets qui sont globalement encore assez nouveaux et qui parfois n'ont rien d'évident. Un exemple paradigmatique, c'est la levée de bouclier dès qu'on a des questions qui se posent sur l'implantation de petits champs, de panneaux solaires. On pourra discuter le terme de champ. En tout cas, voilà, d'installer des panneaux solaires dans une surface. Les cas emblématiques qu'on a eu, par exemple, est-ce qu'on doit raser une petite forêt de pins qui, de toute manière, en monoculture, peu productive et dont on avait prévu de récolter. Et ensuite, y installer des panneaux solaires. Ça n'a rien d'évident, en fait. Et justement, il n'y a pas forcément un technicien qui peut arriver et trancher et dire « oui, c'est la bonne solution ». Il y aurait forcément d'autres possibilités à l'échelle du territoire, et en même temps, c'est une possibilité comme une autre. Donc on a un enjeu ici qui est en fait infiniment politique, et on aura des gens qui sont fondés dans leurs opinions des deux côtés dans l'enjeu. Donc on va devoir faire ça en trouvant un peu un consensus, en replaçant les enjeux à l'échelle du territoire, dans une inscription nationale pour dire « ok, mais concrètement, où est-ce qu'on fait notre part de l'effort sur le territoire ?» Ça va être d'autant plus important que ça échappe à personne non plus. Les contestations de grands projets se multiplient. Ça, c'est une carte qui date de 2021 qui montre les principales actions blocage en cours sur différents projets de transport d'énergie et de déchets. Je n'ai pas changé par une carte plus à jour, mais grosso modo, ça ne s'arrange pas. Et ce, alors qu'en fait, on a, je le disais tout à l'heure, à peine commencé la transition. Si on veut tenir les objectifs qu'a fixé RTE en termes électriques, on va faire du x4 sur le développement des panneaux solaires, du x2,5 minimum sur l'éolien. Ça va bloquer à tous les niveaux. Je ne parle même pas des projets d'adaptation. Et si ça bloque à tous les niveaux et qu'on ne trouve pas, encore une fois, des moyens de faire, ces grandes locales vont s'agréger en grandes nationales qui, à la fin, vont faire qu'on va renoncer à ces objectifs. Et surtout, au niveau local, ça va retomber dans les pattes des élus et des gens qui aimeraient bien avancer. Donc, ça veut dire réinventer un peu des choses en matière de gouvernance au niveau local. Et nous, donc, toutes ces dynamiques qui sont, vous l'avez compris, à la fois des contraintes et des risques physiques, mais aussi nécessairement, puisqu'on parle de transformer notre société derrière, des risques qui se posent sur le plan économique, social et politique pour tout le monde, on a essayé de les intégrer à une matrice de réflexion qui était celle de la résilience territoriale. Qu'est-ce qu'elle apporte très concrètement ? L'idée générale, c'est de ne plus considérer la transition comme quelque chose de linéaire, ce qui est un peu ce que définissent les grands plans nationaux. On a de jolies courbes qui descendent comme ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a des blocages à tous les niveaux et que ce qui va se passer, c'est que des crises, de toute manière, vont se produire sur les territoires, qu'on va prendre du retard à des moments, qu'il va y avoir des coups de bourre après d'autres et après certains événements extrêmes qui vont se produire. Donc, dans ce contexte-là, il y a une méthodologie de planification et de gouvernance qui doit se mettre en œuvre et qui est une méthodologie adaptée à ce régime de crise permanente. Il s'agit donc de mettre en place une démarche qui permette d'utiliser l'ensemble de ces crises qui vont se profiler sur les territoires pour à la fois faire avancer, à chaque fois faire avancer la transition à l'échelle de son territoire et donc très concrètement en fait réduire les risques qui pèsent sur sa population à chacune de ces occasions. L'intérêt de cette matrice pour nous, c'est de repartir justement d'enjeux locaux, de ne pas forcément parler aux citoyens et aux gens qu'on tente d'embarquer de la contribution aux objectifs nationaux de gaz à effet de serre, où les gens sont fondés à penser que leur impact est marginal et que celui du territoire de Putier-sur-Marne ne change pas grand-chose à l'équation. De les replacer autour d'enjeux de sécurité et de bien-être qui sont justement assez consensuels sur le plan politique, plus qu'une défense de l'environnement, et concrètement aussi d'ouvrir des pistes d'action
à l'échelle du territoire. Parce que ce qu'il va s'agir de faire, du coup, c'est d'adapter mon appareil industriel, d'adapter mon aménagement, mes infrastructures, pour qu'elles soient résilientes dans un contexte de changement climatique et de réduction de la consommation d'énergie fossile à l'échelle de mon territoire. Et donc c'est sur cette base-là qu'on a embarqué ensuite nos différents travaux à l'échelle locale, sur lesquels moi j'ai bossé là pendant les 3 ans qui viennent de s'écouler, et sur lesquels je vais faire un petit focus juste après. Mais déjà, est-ce que vous avez des questions sur cette première petite partie de cadrage et de contexte ? No, 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 no. Du coup, je me lance, j'en ai une. Salut. Tout à l'heure, tu disais qu'on aurait en prenant l'exemple de choisir entre raser une forêt, installer un champ de PV, etc., que finalement, il n'y a pas de bonne réponse toute tracée. Du coup, sans avoir éventuellement des données très précises ou des retours d'expérience très fournis qui permettent de dire ok, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, voilà la bonne orientation, vous pouvez y aller les gars, c'est safe. Comment on fait pour décider sans savoir ? Alors très concrètement, il y a plusieurs choses. Déjà, à un moment ou à un autre, tu as sûrement aussi l'État qui va venir, et il commence à le faire tout doucement, mais plutôt dans le sens inverse, prioriser sur des choix de déploiement plus ou moins financés. Par exemple, exclure du déploiement certaines zones ou certains types de milieux, ou à l'inverse, promouvoir des déploiements sur d'autres surfaces, par exemple sur les surfaces déjà artificialisées, ce qui est déjà le cas, il y a des promotions qui sont là-dessus. Et ensuite, au niveau local, justement, la stratégie qui est suivie en tout cas aujourd'hui par le secrétariat général à la planification écologique, ça va être de dire que chacun doit faire sa part. Donc grosso modo, on répartit un peu, et là, il faut voir un peu comment on va faire le choix, les objectifs, par exemple, en termes d'installation de PV. Et ensuite, charge à chaque territoire, c'est ce qu'ils sont en train de faire en tout cas, de choisir de les installer où ils le souhaitent. Et là, du coup, ça ramène déjà l'enjeu à un niveau ultra local, et le sujet, ça va être de voir avec les citoyens sur qu'est-ce qu'on fait et quels sont justement les milieux qu'on va privilégier. Est-ce qu'on va plutôt installer ça sur les bâtiments, mais ce qui va être en général plus coûteux et pas forcément le plus rentable, mais en même temps, on va limiter l'impact sur le territoire. Ou est-ce qu'on va se mettre d'accord pour choisir la zone qui sera la moins, on va dire, qualitative pour les habitants, avec des enjeux qui sont difficilement pris en compte par le niveau national, genre la question des paysages, la question du parcours du territoire qu'ont les habitants, et qui vont pouvoir faire des choix quelque part en conscience de ce qui est le mieux pour leur quotidien et pour ce dernier. Ceci dit, par exemple, tu vois, un truc vrai, c'est qu'on sait qu'il faut installer des PV. Donc maintenant, la question, c'est où ? Et voilà, je m'arrête là. Alors, moi, j'y connais rien, mais pour avoir vu des exemples, parce que là, vous n'en parlez pas, pour exploiter, on va dire, tout ce qui est les bâtiments. Aujourd'hui, en fait, on sait faire en sorte que des bâtiments soient autosuffisants, avec un fonctionnement circulaire, d'énergie circulaire. Et alors, ce que j'ai compris, c'est que ça coûte très, très cher. Bon, alors, certes, ça coûte très, très cher, mais pourquoi on n'exploite pas mieux le côté bâtimentaire, en fait, pour répondre à ces enjeux-là? Ouais, ça coûte cher. Bon, déjà sur la construction neuve, la RE 2020 a quand même fixé pas mal de choses pour que ça s'améliore. L'enjeu, c'est toujours le même, c'est celui de ce qu'on fait, parce que c'est pas les nouvelles constructions qui vont changer le monde, hein. Il y aura assez peu de nouvelles constructions à horizon 2050, 80% du bâti est déjà là. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le bâti existant. Et on a toujours le même enjeu. Ça veut dire des travaux sur des copros potentiellement ou sur des habitants. Ça veut dire des financements qu'il faut aller derrière. Ça veut dire se mettre d'accord avec les personnes quand c'est une copro pour faire ces investissements. Ça veut dire faire face potentiellement aux architectes de France dès qu'on veut faire quelque chose. Donc en fait, on a tout un tas de petits freins qui se font, mais déjà, on n'a pas débloqué le point initial, c'est que autant pour les installations massives de PV que pour un sujet qui est encore plus fondamental, qui est celui de la rénovation énergétique du bâtiment, on n'a pas les financements au niveau pour permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se faire financer ces travaux sur les bâtiments.
Et on a aussi un déficit de personnes compétentes capables de faire ça à l'échelle et dans les temps. Et c'est un des gros chantiers qu'on a aussi au Shift et sur lesquels on a des questionnements, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de trouver toutes ces personnes, à la fois sur la base de la reconversion, avec une réflexion sur les compétences transposables d'un secteur à l'autre, alors qu'on dit qu'il y a plein de gens qui vont perdre leur emploi, et à la fois dans la formation initiale, où là aussi c'est un peu le désert et la déshérence. On a quelques filières qui commencent à s'organiser, mais on a d'autres qui sont complètement réfractaires au changement, et on a du mal à se dire qu'on va toucher à la formation initiale et orienter différemment les jeunes aujourd'hui sur les territoires. Donc ça, c'est les deux freins qui sont du coup en partie de la charge de l'État, entre autres sur les financements, et en partie, nous, on a commencé à travailler avec les régions, entre autres la région de Bretagne, pour essayer de voir, ils ont quand même des schémas sur la formation, comment est-ce qu'on peut accélérer ces différents éléments-là pour avoir le nombre de personnes compétentes disponibles sur les territoires pour faire ça. Excusez-moi, j'avais une question aussi, Sébastien, pour Éclat. Vous avez commencé à y répondre un petit peu, c'était par rapport à la diapo où on voyait les filières qui disparaissaient, celles qu'il fallait renforcer. Alors sans rentrer dans le détail de qui allait perdre quoi, c'était effectivement, mais vous avez commencé à y répondre, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que des gens qui bossaient dans l'industrie automobile se mettent à l'agriculture ? Surtout que les bassins sont souvent pas au même endroit. Donc est-ce que ça veut dire que c'est une question en fait de génération ? On va, gentiment, les gens vont arrêter de travailler dans ce secteur-là et on va former la génération d'après ? Ou est-ce qu'il faut peut-être penser à déplacer entre guillemets des populations, en sachant qu'on est parfois sur des territoires, enfin c'est le cas chez moi, où on est quasiment au plein emploi. Donc on essaye, nous, modestement, de dire venez dans le Jura, il y a plein de trucs à faire. Mais l'agriculture, ils n'arrivent pas à recruter, clairement, alors qu'on est sur des filières pourtant avec des appellations qui sont plutôt rémunératrices, mais pour autant, ça ne les fait pas venir. Donc voilà, mais vous avez commencé à y répondre un petit peu, mais si vous avez plus de précision, je suis preneur. Ouais. Non, mais je vais reprendre ces éléments-là. Le 1, il ne faut pas le nier, c'est aussi du temps long. Donc il y a un phénomène générationnel, déjà de passage de génération, mais qu'il faut planifier. C'est-à-dire que voir les départs en retraite, le non-remplacement, etc. Et pour lesquels aujourd'hui, malheureusement, tous les acteurs économiques n'ont pas une gestion des compétences en interne qui soit à ce niveau-là et n'anticipent pas sur les départs à la retraite, etc. Et les recrutements, nécessairement, ce genre d'activité. Ils vont le faire de manière régulière, mais plutôt quand il y a des soubresauts, des crises, et sans anticiper nécessairement pour leur secteur la possibilité que les activités baissent. C'est compliqué, anticiper une baisse d'activité pour une industrie. On a plutôt tendance à se dire qu'on va justement investir pour être celle qui survit à la fin. Et le problème, c'est que si elles font tout ça, elles ont tout investi, mais la moitié va mourir. Donc il y a un véritable travail à faire pour créer des marchés, entre autres, sûrement à l'échelle régionale, ou avec une sécurisation quelque part de leur capacité à produire, et qui va faire peut-être qu'à la fin, du coup, on va pouvoir trouver un périmètre de production assez sécurisé et quelques boîtes qui vont peut-être continuer de desservir le marché national. En tout cas, c'est des questions qui vont se poser et qui sont assez compliquées. Ce qui est sûr, c'est qu'a priori, sans rentrer dans les débats économiques, juste les laisser justement à ce que je disais, à une petite compétition entre eux, ça va amener des drames concrets pour les entreprises et pour les territoires, qui auront sûrement aussi aidé leur entreprise à investir dans les nouvelles les technologies de transition. Mais il ne s'agit pas que de faire des entreprises dans les nouveaux secteurs de la transition. Il s'agit de se dire qu'il n'y aura pas autant, quoi qu'il arrive, d'entreprises et pas autant d'activités dans ces secteurs en 2050. Et ensuite, je ne reviens pas, c'est ça, c'est identifier les passerelles entre secteurs. C'est quelque chose qui se fait, que ça avance. En Alsace, on fait des choses bien, on pourra en parler. Il y a des passerelles, la formation initiale. Et pour la question de la mobilité géographique, il y a aujourd'hui très peu de plans qui réfléchissent vraiment là-dessus. Pourtant, quand on sort des cas concrets, le cas de Dunkerque, qui est la gigafactory de batterie, comment est-ce qu'on amène des gens là-bas et qu'on trouve les compétences, on pourrait le faire à grands coups, justement, de faire venir des gens. Même si on fait venir, il faudrait peut-être drainer toute la France pour avoir les compétences. Donc, ce serait vraiment. Donc, il y a aussi un sujet de formation dans l'absolu. Les gens ont toujours bougé pour trouver du travail. On va quand même pas leur faire un grand bond en avant en les faisant partir tous à Dunkerque pour faire des batteries. Donc, il y a sûrement des modalités à inventer. Que ce soit dans le logement, dans les facilités qu'on peut offrir à ces personnes pour venir s'installer sur ces territoires-là. Mais il n'y a pas de solution miracle et on est plutôt sur ces questions-là, du coup, nous, au champ de l'expérimentation et des réflexions préliminaires sur la formation et ces enjeux de mobilité. Du coup, moi, Julie Orliac, directrice du développement économique à la ville de Bobigny. Donc, je voulais intervenir par rapport à ça, d'une part parce que j'ai un passé dans le monde agricole et donc j'ai travaillé sur les aspects emploi, formation en agriculture et on cherchait déjà du monde il y a 30 ans. Et en même temps, il y avait déjà des filières où, de fait, on amenait aussi notamment dans le secteur du bois, à aller vers de l'industrie pour retrouver de l'emploi. Donc ces questions-là, finalement, on les traite.
on est vraiment dans une réflexion macro là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit qui finance tout ça finalement. On voit bien qu'il y a une augmentation des richesses conséquente et que les entreprises du CAC 40 croissent en termes de valeur ajoutée tous les ans. Comment elles contribuent finalement à cet effort collectif. Vous nous disiez du coup dans le think tank que vous aviez des grands groupes qui étaient minoritaires. Moi, ma question, qui finance aussi la réflexion par ailleurs et qui est partie prenante au sein du think tank? Ça, c'était... voilà. Et de fait, on parle aussi effectivement de baisse d'emploi, mais finalement, fut un temps, on pensait à la réduction du temps de travail. Peut-être qu'il y a aussi une réflexion macro à avoir par rapport à ça, puisque le vrai sujet, c'est comment on finance. Donc à un moment, si on sort de la valeur ajoutée de ce pays et qu'on a un PIB sans cesse en croissance, comment finalement il accompagne le financement des salariés, comment on transforme notre société. Enfin, avant de rentrer, je dirais presque dans les détails de concrètement comment on y passe, qui est nécessaire pour monter des systèmes et des réflexions macro, et donc d'avoir des matrices de réflexion là-dessus, c'est aujourd'hui un changement de paradigme et une vision politique finalement du financement de cette transformation. Pour répondre sur le shift, donc c'est bien ces personnes qui dégagent beaucoup de plus-value qui nous financent et financent nos études. Mais encore une fois, l'idée générale, c'est qu'ils n'ont pas de rôle sur nos études en tant que telles. On sait qu'ils sont là, mais on perd souvent des gens. Par exemple, Jean-Marc a fait une sortie en disant à des jeunes, lors d'une conférence, je crois que c'était à HEC, si vous voulez faire avancer la transition écologique, n'allez pas bosser chez L'Oréal. On a perdu L'Oréal. Bon, c'est des choses qui arrivent, on n'a pas de problème avec ces choses-là, à dire que ça va mal. Quand on a dit aux gens d'ArcelorMittal qu'il y aurait moins d'acier en 2050, ils ont commencé à faire « Ah oui, le financement, le Shift Project, c'est pas si intéressant que ça finalement ». Donc voilà, on sait leur parler. Donc pareil, du coup on ne rentre pas dans ces enjeux, nous, pour l'instant, au shift de financement. L'Institut for Climate Economics, ça aussi rentre un peu plus dedans. Et sans dire d'où l'argent doit provenir, ils ont chiffré quand même à plus de 2% les investissements annuels qu'il faut réaliser dans la transition. Donc oui, où est-ce qu'on va les prendre? C'est une bonne question. Oui, à un changement de paradigme. Oui aussi à l'usage des outils existants. A priori, on a plein d'outils en fait qui sont compatibles avec ça. On a l'historique d'un impôt progressif sur le revenu en France. On a l'historique d'un système qui s'appelle le chômage. Et en fait, quand on dit qu'il y aura plein de pertes d'emploi et des objectifs de reconversion, on peut se dire qu'il est réorienté aussi ou réaffirmé dans ce contexte-là parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui transitent et qui se sentent en sécurité de perdre leur emploi parce qu'ils savent que derrière, ils vont être accompagnés, qu'ils ne seront pas dans la mouise et qu'ils pourront éventuellement se reformer. Donc on a plein d'outils comme ça qu'on pourra utiliser, qui sont des outils de politique macroéconomique classiques. Et nous, nos sujets, donc c'est déjà d'objectiver le travail à accomplir au niveau national et aussi du coup de voir malgré tout qu'est-ce qu'on peut faire sur les territoires, ce qui relève souvent, on pourrait dire, du bricolage. Moi, après 3 ans d'avoir ça, etc., je vois qu'il y a des trucs géniaux qui se font sur les territoires, mais évidemment, aucun territoire a la capacité de faire quelque chose qui transformera fondamentalement l'ensemble du pays. Mais en revanche, amorcer des dynamiques, transformer à travers ça les citoyens qui sont sur le territoire, qui vont ensuite être des relais d'opinion aussi pour faire évoluer le paradigme national, et malgré tout envoyer des signaux faibles à l'État pour dire en fait on est capable de faire certaines choses, donc vous pouvez ensuite demander le passage à l'échelle à travers la loi. Exemple classique, les cantines scolaires, on a des cantines qui ont commencé à faire du VG. Un jour, l'État s'est dit, bon, en fait, ça s'est fait sur plein de territoires, on peut se dire que ça rentre dans la loi Egalim et c'est quelque chose de possible. Donc, quelque part, la question de démonstrateurs qui sont ensuite généralisables. Donc, nous, c'est nos enjeux aussi, c'est de se dire qu'au-delà du changement de paradigme, il y a plein de choses à faire en local qui vont nourrir le changement de paradigme et qui surtout feront en sorte que les territoires ne soient pas des freins à la transition le jour où elle arrive, mais plutôt, si je puis dire, un gentil lubrifiant pour accélérer la situation, pour accélérer le changement. Oui, bonjour à tous. Nathalie Sage-Guilbault, la communauté d'Aglo, le Cotentin. Moi, j'ai une question un petit peu plus large. Là, effectivement, on parle de la réduction des gaz à effet de serre, vu les effets sur la planète au niveau France et européen. Moi, j'aimerais savoir un petit peu quel est le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre produits par la France et par l'Europe, justement, au niveau mondial. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quand même un enjeu mondial, notamment avec les BRICS, les pays émergents, à l'heure actuelle, qui, eux, de toute manière, veulent produire, et vu le contexte, je dirais, des relations internationales en ce moment, et notamment avec la Russie, comment on peut, quel est vraiment l'impact des émissions de gaz à effet de serre en France? Parce que là, effectivement, on va arriver à de telles restrictions
que peut-être la population va se trouver à un moment donné, je dirais, alors je vais peut-être employer un mot un petit peu, voilà, peut-être plus une punition qu'autre chose, et ne pas avoir vraiment un effet global au niveau mondial. Si on réduit drastiquement, nous, nos gaz à effet de serre, est-ce que les autres pays et les pays émergents notamment en font autant ou pas, parce qu'en fait, c'est un enjeu mondial. Voilà. La punition, si on ne fait rien, on l'aura. Ça s'appelle le changement climatique. Ça veut dire de l'inflation, de la précarisation sur le territoire. La France, c'est en comptant les importations, à peu près 2% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du monde. On peut dire, 2% c'est rien. Ouais, mais il y a 196 pays à l'échelle du monde. Donc si tout le monde se dit, j'ai moins d'1%, je fais rien, on est dans une situation qui fait qu'on ne va pas avancer très très vite. Évidemment, là-dedans, vous avez des grandes masses. Quand il y a des grandes masses, c'est parce que c'est des pays très peuplés. L'Inde ou la Chine, typiquement. La Chine, aujourd'hui, en émissions par habitant, sont à peu près au niveau de la France. Ils ont juste beaucoup plus de monde. Ils investissent là-dedans. Des pays aussi comme les États-Unis, très consommateurs. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, il y a un modèle à inventer pour faire tourner une société qui fonctionne avec des hors énergie fossile. Que le pays qui va être capable de rentrer là-dedans et proposer un modèle viable, il aura un avantage concurrentiel pour la suite. Et que par ailleurs, il faut justement qu'il y en ait qui servent de modèle, parce qu'aujourd'hui, pour les pays émergents, il n'y a aucun modèle de société qui fonctionne sans énergie fossile. Donc ils s'orientent tous vers des modèles assez classiques de transformation. Et on ne peut pas leur en vouloir, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, on ne peut pas leur en vouloir parce qu'on leur revend nous-mêmes nos anciennes technologies, nos process, nos bagnoles et tout ce qui a fait notre société, on leur revend pour essayer de finir nos fins de mois. Et par ailleurs, et c'est un peu le cœur de mon point, au-delà de ces grands raisonnements de justice sociale planétaire, de répartition de l'effort, etc., pour nous, il est clair qu'on n'a rien à perdre à sortir des énergies fossiles. Très concrètement, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que c'est compliqué, mais que si on attend, on aura des crises énergétiques comme on en a eu là, parce que l'offre se tarit et qu'en plus tout le monde en veut plus à l'état actuel des choses. Donc on a un peu plus de moyens, mais on voit très bien que là, à 2 € le baril, 2 € le litre d'essence, ça commence à être compliqué. Et qu'on est obligé de dépenser des milliards pour maintenir le système. Si ça dure quelques années, ou si on passe à 3-4 $ le litre d'essence, ça va devenir complètement instable, impossible pour notre pays. Donc on a tout intérêt à en sortir, quoi qu'il arrive, juste dans une optique de résilience, de capacité à continuer à fonctionner. Et dès qu'on a ça en tête, finalement, cette question de savoir ce que font les autres est quasiment levée. Parce que si on a des territoires en France qui sont adaptés, qui pratiquent l'agroécologie, on aura peut-être des sécheresses comme les autres, mais on aura des territoires qui font mieux face à la sécheresse. Et si on est sorti des énergies fossiles, on subira moins les soubresauts de l'offre pétrolière qui sont inhérentes à une période de transition énergétique. Donc on a tout à gagner là-dessus. Les premières victimes de notre mode de vie aujourd'hui, c'est justement ces gens-là qui vont subir les effets du changement climatique. Moi, j'ai entendu assez peu de voix se lever jusqu'ici pour dénoncer l'extractivisme qui était lié à la transition numérique, par exemple. Bizarrement, quand on passe sur la transition énergétique, d'un coup, tout le monde lève la main, alors qu'en fait, aujourd'hui, la consommation de cuivre et de lithium, elle est avant tout partie alimenter les serveurs et la transition numérique. Là, justement, on a quelque chose qui a des co-bénéfices immenses sur ces pays-là. Ça ne veut pas dire que l'extractivisme et la logique d'importation depuis ces pays-là soit une bonne chose. En général, c'est clair que ça les maintient dans la pauvreté et que les conséquences environnementales sont externalisées. Donc ça va poser des questions très concrètes et qui se posent d'ailleurs, ça y est, en France, comme celle de l'ouverture de mines. Et on va peut-être se dire justement collectivement que, purée, quand c'est chez nous, on se rend vraiment compte que c'est pas dingue de consommer comme on consomme aujourd'hui. Là, le projet d'ouverture de mines dans l'Allier, je donne pas cher des conflits locaux que ça va provoquer dans les années à venir. Et en même temps, si on veut faire cette transition à court terme, et même si on fait des scénarios encore plus sobres que ceux que nous on propose, que moi j'appelle de mes voeux sans problème, je n'ai pas de sujet avec ça, il faudra un peu de lithium typiquement parce qu'il y aura quand même des véhicules électriques pour des zones très peu denses et pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas complètement reformaté l'emploi local pour que les gens soient à côté de leur emploi, etc. Donc en fait, si on veut justement limiter ces impacts, il faut une transformation d'autant plus profonde de la société, mais à court terme, il va falloir ces ressources. Donc ouais, priorité potentiellement à la relocalisation, mais je sais pas, il y en a parmi vous qui veulent des mines chez eux ? Ouais. Merci tout le monde pour vos questions. Corentin, je te propose qu'on rentre dans la deuxième séquence et si tu peux raccourcir un petit peu par rapport à ce qu'on s'était dit pour avoir un autre temps de questions.
Ok, on va passer à des échelles locales avec un peu les grands objectifs que nous, on pose sur la table en cohérence avec ça, qui doivent être poursuivis par les collectivités, dans une perspective un peu intersectorielle, parce qu'au cœur de notre analyse, il y a l'idée que ce n'est pas la politique suivie sur un seul secteur qui permettra d'accomplir cette transition. Mais j'aurai le temps de revenir là-dessus, comme on va vite. Très concrètement, déjà poser un peu les objectifs en termes de développement économique local. Bon, j'espère que ça ne surprendra personne. Les objectifs qu'on pose, nous, au global, la relocalisation, décarbonation, réduction des chaînes d'approvisionnement. Déjà, la relocalisation d'activités économiques, parce qu'a priori, en 2050, si on veut tenir nos objectifs, on ne pourra pas avoir autant de camions sur les routes. On va tenter au maximum, nous, dans nos scénarios, de les électrifier. Il y a d'autres qui retiennent le biogaz. On pourrait discuter de la technologie, c'est pas une question. Le fait est qu'on n'aura pas assez ni d'électricité ni de batterie ou alors de biogaz pour avoir autant de camions sur les routes en 2050. Donc il faut baisser la demande de fret. On peut la faire de manière absolue parce que les gens consomment moins. Et on peut la faire aussi en relocalisant, avec des co-bénéfices très sympathiques, comme moins de camions dans nos campagnes. Également sur la partie du coup cet objectif logistique, sur quoi est-ce qu'on va reporter la logistique restante. Le transport fluvial, on a chiffré que le potentiel pouvait être multiplié par 3 à horizon 2050. Ça fera une partie du chemin. Là encore, des contextes locaux différenciés. Tout le monde n'a pas la capacité à se faire desservir par un fleuve. Néanmoins, il y a des grandes villes qui en sont capables aujourd'hui et qui peuvent avancer là-dessus. Ou encore le fret ferroviaire, où juste à ISO, système réseau, on doit pouvoir faire un x2 dans le fret ferroviaire, modulo quelques travaux et quelques aménagements ou de l'organisation interne. Et enfin, pour les villes, c'est anodin sur le plan des émissions. La question des vélos cargo, des véhicules électriques. Par contre, c'est pas anodin dans la mesure où ça permet de réduire l'emprise des véhicules dans les villes, de réduire la pollution et de faire en sorte justement que les centres-bourgs, les centres-villes soient au maximum débarrassés du système de véhicules classiques et utilitaires. Au-delà de cette réduction, il y a un enjeu très fort pour vous d'accompagnement de la décarbonation des entreprises du territoire et aussi de réfléchir avec les nouvelles entreprises qui s'installent. Ça va donner de plus en plus de place dans les années à venir à une forme d'éco-conditionnalité des aides pour les entreprises sur les territoires. Les challenger un petit peu, entre autres aussi sur l'évolution, on l'a dit tout à l'heure, de l'emploi et des filières. Les pousser à diagnostiquer leur vulnérabilité, anticiper, on l'a dit tout à l'heure aussi, les besoins de reconversion qui peuvent se poser, en introduisant l'échelle du territoire, mais en dialoguant aussi avec d'autres territoires, parce que bien évidemment, sur ces questions de compétences, vous êtes tout à l'heure, il va falloir travailler en interterritorial au maximum, sûrement jusqu'à l'échelle de la région, pour pouvoir aux différents besoins d'emploi sur les territoires. Mais déjà, vous avez sûrement un rôle à faire en les poussant à se projeter dans ces scénarios, à la fois d'adaptation qui peuvent être très compliqués, des plus 4 degrés, avec des pics qui peuvent aller à plus 8, et avec un business model qui doit être décarboné en 2050. Ça veut dire aussi, potentiellement, on en reparlera encore, mais se poser la question de qu'est-ce qu'on accueille sur son territoire, puisque l'objectif, c'est pas le maximum d'emplois sur le territoire. J'ai entendu qu'il y avait plusieurs territoires en plus déjà sous tension ici, sur certains plans, que ce soit le foncier, l'eau ou les compétences. Peut-être qu'on préfère avoir des entreprises très vertueuses et se dire qu'on préfère renoncer à l'implantation d'autres, même si elles seraient très sympathiques et qu'elles ont un très beau business model, à date. Très concrètement, aujourd'hui, là j'ai pris l'exemple du territoire sur lequel on est. Je crois que j'ai pris, alors c'est une Comcom ou c'est une CA Grandville? C'est une Comcom, hein. Donc j'ai pris la Comcom autour de Grandville. Nous, on a fait un travail de chiffrage pour l'ensemble des EPCI à l'échelle nationale et différentes échelles sur les emplois qui justement étaient dans des secteurs à risque. Donc grosso modo, on a pris ce que je disais tout à l'heure, là, les secteurs qui vont perdre de l'emploi, et on s'est posé avec les codes NAF, les emplois disponibles sur le territoire, etc. Quelles sont les entreprises et quels sont les nombres d'emplois qui arrivent sur ces territoires? Sur Grandville, on a 16,5% d'emplois dans des secteurs à risque. Ça ne veut pas dire que tous ces emplois vont disparaître, parce qu'il y aura peut-être des entreprises qui vont réussir leur transition là-dedans, parce que ce n'est pas, encore une fois, 100% de la filière qui disparaît, c'est quelques pourcentages de la filière qui peut disparaître. Mais c'est des éléments d'alerte qu'on souhaite poser pour ouvrir le débat local. Enfin, si on vous disait demain que 16,5% de votre emploi va disparaître pour une raison X ou Y, en théorie, on peut se dire qu'on se pose autour de la table pour comprendre ce qui se passe. Nous, c'est exactement l'enjeu aujourd'hui. Ces diagnostics qui sont primaires, ils ne vont pas assez loin, mais l'idée, c'est qu'on se pose très concrètement pour voir sur le territoire qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Donc ça, c'est des chiffres qui sont issus, comme quelques autres que je vais vous présenter ensuite, de notre plateforme Territoire au futur, que je remettrai à la fin, et vous pourrez trouver, si ça vous amuse à la fin, les données en question sur votre collectivité.
Troisième point qui revient à cette question déjà de faire baisser la demande sur les territoires et de s'inscrire dans les cycles vertueux. Vous l'avez tous aussi, on a des délégations dans toutes les collectivités. La question de l'économie circulaire sur les territoires. Au niveau à la fois de la réparabilité et du réemploi, parce que même si c'est dur aujourd'hui de dire baissez votre consommation, vous n'avez pas de levier là-dessus. Déjà, si vous leur proposez à travers des partenariats avec des acteurs économiques ou des acteurs associatifs la capacité à réemployer, à réparer des choses, ça crée déjà un changement culturel. Au début, c'est quelques personnes, c'est les bobos du coin qui vont aller profiter de ces choses-là, mais le fait est que si demain l'inflation persévère, que des crises se présentent, etc., peut-être que des gens qui ne s'y attendaient pas et qui n'avaient pas prévu de faire réparer quoi que ce soit vont commencer à s'y rendre. Si cette offre de réemploi, si cette offre de réparation n'est pas présente sur le territoire, ces personnes n'auront pas le choix que de racheter ou de se priver. Donc on a potentiellement ici un cercle vertueux à mettre en place sur les territoires. En interne, c'est réfléchir à l'amortissement, allonger la durée de vie des produits dans les différentes collectivités. On a de la marge, hein. Un PC ça peut durer bien plus longtemps que ça dure aujourd'hui, et je ne parle pas des véhicules. Et enfin sur l'écosystème d'acteurs, les faire bien entendu cogiter un petit peu entre eux, parce que justement, déjà c'est important qu'ils aient le sentiment que ce soit eux qui se saisissent des sujets, et deuxièmement, il faut qu'ils se saisissent des sujets parce qu'ils ont une partie des solutions. Donc essayez de voir comment animer, ce que vous faites aussi avec l'écodev ou autres, mais des démarches au niveau local pour utiliser les ressources des uns des autres, des démarches classiques d'écologie industrielle et territoriale, mais avec un point d'attention qui revient au point précédent. C'est que dans ce petit lot d'acteurs de votre territoire, tout le monde n'est pas un acteur du futur. Et on peut réfléchir à la pertinence de se lier parfois avec des acteurs industriels, parce qu'on va développer, je sais pas, un réseau de chaleur commun, qui de toute manière sont destinés à disparaître. Est-ce qu'à long terme, ça va pas plutôt devenir un frein sur votre territoire à la reconversion, voire le jour où ça ferme, un véritable problème, parce que ça met en danger les autres acteurs du territoire. Donc ici, il y a quand même un dialogue qui peut être un peu compliqué, mais qui est nécessaire d'ouvrir sur qui fait partie du futur ou non, et comment est-ce qu'on s'accompagne mutuellement dans ces évolutions à l'échelle locale. Au-delà de la politique de DevEco, un point qu'on met au cœur de ce qu'on défend, c'est qu'il y a des interactions avec tous les autres secteurs de votre territoire. Si je peux prendre l'exemple le plus paradigmatique qui soit, je parlais de l'agriculture. J'ai repris encore les données de la Comcom sur Granville. Aujourd'hui, sur Granville, il y a 5% seulement des fruits et légumes qui sont produits localement. En plus, j'exagère un petit peu, ce n'est pas les fruits et légumes consommés, c'est que si on prend tous les fruits et légumes qui étaient produits dans la Comcom, on pourrait nourrir que 5% des besoins en fruits et légumes des habitants. En réalité, ces fruits et légumes sont peut-être exportés à l'autre bout du pays, ce n'est pas le sujet. On pourrait facilement atteindre les 100%. Alors 100% c'est dans les grandes masses, hein, parce qu'on n'aura pas d'ananas à Granville, mais on pourrait pourvoir une grande partie des besoins de fruits et légumes des habitants, et ça a des conséquences très concrètes sur l'emploi derrière. C'est à peu près 400 personnes qu'il faudrait remettre sur la Comcom pour pouvoir produire ces denrées, avec des emplois qui ont plutôt une forte valeur ajoutée. Là, ça a des co-bénéfices très concrets avec les politiques qu'on a citées précédemment. Parce que le but, c'est pas simplement qu'on ait des fruits et légumes locaux et qu'on soit content. C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui est transporté en France, vous avez à peu près 30% de produits alimentaires ou dérivés. Et dans ces produits transportés, il y a à nouveau 30% qui sont des fruits et légumes. Et concrètement, les fruits et légumes, c'est pas ce qui nourrit les gens, c'est très peu calorique. Et pourtant, c'est aussi très facile, c'est des filières très faciles à relocaliser. En témoigne qu'avant, la plupart des villes étaient justement entourées de ceintures maraîchères et qu'elles produisaient une énorme partie de leur consommation de fruits et légumes. Donc dans une perspective où on veut baisser la demande de fret nationale, parce qu'on sait qu'on n'aura plus la même capacité, c'est aussi une politique, le public concrètement, qui va nourrir cette diminution du trafic. D'où son importance. Et par ailleurs, une fois qu'on met en place ces dynamiques-là à l'échelle du territoire, on peut aussi imaginer d'autres co-bénéfices. Si on a une production maraîchère importante, l'ouverture de conserveries ou encore, je sais pas, d'autres établissements associés qui vont permettre de recréer des filières locales pérennes. Je ne reviens pas là-dessus parce qu'on a dit qu'on allait vite. Ça, c'était les statistiques sur Granville, sur l'emploi agricole. Et le message clé, c'est pas pour autant que c'est gagné. Hein, vous l'avez tous en tête, c'était mentionné tout à l'heure. On a plutôt une trajectoire opposée avec des pertes d'emplois agricoles sur ces territoires. Et là, on peut faire beaucoup. Hein. Si on a les moyens, il y a les questions de régie, les questions de préemption, travailler avec les agriculteurs pour essayer concrètement d'installer des gens. Mais vous savez que c'est pas simple. Donc, il y a aussi, l'idée, c'est que c'est pas pour autant qu'il faut se priver d'utiliser tous ces petits leviers marginaux, mais qui permettront de faire des choses. Il faut aussi, et c'est un point important de tout ça, c'est
quelque part faire du lobbying avec le niveau national, quoi. Enfin, le travail aussi, c'est de faire remonter ces besoins, c'est d'être force de proposition dans toutes les instances qui ont de la résonance pour dire que vous n'avez pas les capacités d'aller plus vite que la musique et qu'il y a une nécessité de réformer entre autres le fonctionnement de l'agriculture en France. Et ça ne se traduit pas que dans l'isoloir quand vous allez voter en 2027 et plus tard, ça se traduit très concrètement par la voix que vous pouvez porter dans tous les organismes. Vous êtes écouté, enfin, le DEVECO, ça intéresse quand même beaucoup de gens. Si les gens qui sont au DEVECO deviennent des porte-parole de la nécessité de transformer certains secteurs, ça a un impact sur tout un tas de gens derrière. Et donc c'est très important. Je ne rentre pas plus dans le détail là-dessus. Je vais aussi aller vite là-dessus. Sur la rénovation énergétique des logements, toujours le sujet de Granville avec un joli score de 27% de passoires thermiques parmi les logements du territoire. Ça, c'est beaucoup d'emplois potentiellement à la clé. C'est surtout du sauvetage d'emplois pour le secteur de la construction qui risque de se contracter sur les territoires. C'est aussi aujourd'hui des impasses, mais dans le sens où on n'a pas les artisans et pas les moyens. Donc là encore, à la fois le lobbying national et toutes les actions qui peuvent être menées par Mons et par Vaux. Là, j'ai en tête, par exemple, ce qui avait été fait dans le PNR du plateau de Millevaches, là, où ils ont fait un truc... j'ai trouvé ultra original et on peut questionner sa mise à l'échelle, mais c'est de proposer à des particuliers qui veulent rénover leur bâtiment un petit cofinancement, mais surtout de travailler avec des artisans pour non pas que l'artisan refasse toute l'isolation de leur logement, mais pour monter en compétence. C'est-à-dire que l'artisan accompagne la personne et la personne en même temps va monter en compétence dans la capacité à rénover en partie son logement. Ça, du coup, elle prend du temps pour ça, en même temps elle a la subvention qui peut compenser en partie. Elle gagne en compétences, ça peut faire autant de gens qui peuvent être intéressés par ces métiers, qui sont en recherche de sens et qui peuvent se reconvertir derrière. Et à court terme, pour l'artisan, c'est concrètement de la main-d'œuvre aussi pour aller plus vite sur la rénovation du bâtiment et donc pour pouvoir aller plus loin. C'est très hybride comme pratique, mais je la cite, c'est pour donner un peu une idée de tous les champs qui ne sont pas encore expérimentés en fait, à l'échelle locale et qui, sans permettre d'aller plus vite que la musique, permettent d'ouvrir de nouveaux champs et d'avoir des co-bénéfices. Là, concrètement, peut-être d'aider des gens à se reconvertir. Et juste l'occasion de rappeler aussi avec cette petite stat encore locale que c'est vous l'avez tous en tête, un enjeu majeur, c'est une politique sociale. Enfin, si on peut rediriger une partie de la politique sociale vers la politique de rénovation ciblée sur les plus pauvres. Aujourd'hui, à Granville, c'est concrètement là 20% des habitants quasiment qui payent plus de 8% de leurs revenus disponibles dans les dépenses de chauffage. C'est aussi les plus pauvres. Donc c'est une politique sociale très forte que de choisir de mettre de l'argent sur la table pour rénover ces logements. À terme, c'est du revenu disponible pour les ménages. Et encore une fois, qu'au bénéfice, revenu disponible pour les ménages, ça veut dire une capacité à mettre de l'argent dans l'écosystème économique local, c'est-à-dire à acheter des choses concrètement. Faut que je rentre aussi en 2 mots parce qu'on a dit qu'on allait vite. L'accès aux services publics sans voiture. Ça, c'est des éléments un peu de plaidoyer, et qu'encore une fois, les chiffres de Granville, sur la capacité quand même, sur la plupart des territoires, à faire plein de choses sans voiture. Là, vous voyez, quasiment 50% des habitants peuvent accéder à pied ou à vélo à un collège ou un lycée. On n'a pas pris des gros chiffres, hein. Je vous rassure, à pied ou à vélo, on a pris un rayon de 2 km. Donc en réalité, la plupart des gens peuvent plutôt faire 15 km sans problème. Donc là, c'est vraiment facile, et c'est accessible. À condition, une fois qu'on mette encore une fois les moyens minimums pour sécuriser ces dispositifs. Mais il y a un potentiel pour le vélo aussi dans les territoires qui sont un peu moins denses que la moyenne. Notre message là-dessus, il est clair et c'est souvent un motif de litige entre écolo et population rurale. On ne dit pas que le vélo va remplacer tous les trajets à la campagne, hein. Justement, ce qu'on dit, c'est les voitures électriques, il y en aura en 2050 et on veut qu'elles soient à la campagne et pas dans les villes. Aujourd'hui, malheureusement, avec la politique de subvention de l'État qui est plutôt linéaire avec le prix des véhicules et avec les ZFE, on se retrouve à financer des Tesla des plus riches dans les villes. Enfin, en termes de politique et industrielle sur les voitures, c'est délirant. Et après, on va nous dire qu'on n'a pas assez de lithium et que ça pollue, mais en attendant, avec une Tesla, on pourrait faire deux petits véhicules. Donc, on a un enjeu, bon là c'est pour le plaidoyer national, mais un enjeu du coup à ce que ces véhicules atterrissent dans les campagnes. Pour ça, il faut développer l'écosystème de bornes, il faut accompagner aussi les personnes, sûrement travailler avec les concessionnaires automobiles, pour eux aussi, qui sont malgré tout force de conseil pour les populations locales, rurales, qui peuvent être très sceptiques vis-à-vis des véhicules électriques, pour les orienter vers ce type de véhicule. Peut-être aussi avec des démonstrateurs, quand on a un transport à la demande qui est électrique, ou quand on a des véhicules, un ou deux qui sont proposés en loc pour des personnes, etc. C'est vrai que les gens vont peut-être tester un jour le véhicule électrique et se dire « Ah ouais, en fait, c'est pas le bout du monde, et je pourrais moi aussi avoir un véhicule électrique dans ma zone peu dense ».
Mais ça ne suffira pas, et d'où le plaidoyer de se dire qu'il faut tout développer, le vélo, les transports en commun autant que possible, parce qu'on n'a pas de solution parfaite pour ces campagnes. La solution parfaite, c'est quand on finira par atterrir sur une économie dans très longtemps, qui sera vraiment débarrassée du carbone, et qui aura sûrement une répartition de l'emploi plus égalitaire sur le territoire, ce qui rapprochera les gens de leur lieu de travail, ce qui rapprochera les gens des bassins de la production des bassins de consommation, etc. Et là encore, en 2 mots, une politique sociale, hein. À la campagne, c'est un outil, bien entendu, d'accès à l'emploi et quelque part d'émancipation d'avoir un véhicule, mais ça pèse aujourd'hui aussi énormément sur le budget des ménages. À la campagne, c'est entre 1 500 et 2 000 euros qui sont engloutis tous les ans dans le véhicule, entre le coût d'amortissement, les réparations, l'essence, etc. C'est énorme. Aujourd'hui, là, c'est juste sur le carburant, c'est 16% des ménages qui dépensent plus que 4% de leurs revenus dans l'essence, avec des contextes où ça peut partir très vite à la hausse. On l'a vu, on le voit en ce moment. Donc une politique sociale importante, et ça peut être du coup un élément de plaidoyer aussi auprès de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment un potentiel là-dessus. Encore faut-il qu'ils puissent déjà se payer d'autres types de véhicules, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de filière industrielle pertinente pour des petits véhicules, mais ça arrive. Très rapidement, 3 écueils, et ensuite, ça j'enchaîne sur les principes. 3 écueils là-dedans. Nous, on prend beaucoup le prisme carbone dans nos analyses, et quand on prend le risque, vous l'avez entendu, je prends souvent le risque lié aux pénuries pétrolières, donc à des choses qui sont directement liées aux énergies fossiles, à la hausse des prix. Ou alors des risques liés au changement climatique. Notre point, c'est quand même de dire qu'à l'échelle locale en particulier, mais à toutes les autres échelles, il y a d'autres enjeux. Il faut éviter le réductionnisme, ne serait-ce que parce que finalement, en faisant un pas de côté et en s'intéressant aux autres enjeux, on peut trouver parfois des solutions qui ont des co-bénéfices sur toutes les dimensions. Parce que ça peut aussi justement appuyer notre plaidoyer. En fait, la plupart des solutions qu'on peut mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique, elles ont très souvent quand même des co-bénéfices très positifs sur les autres sujets, hein. Que ce soit le social, la biodiversité, il y a quand même une grosse convergence. Et aussi pour ne pas se priver de comprendre pourquoi les gens contestent certains projets. Parce qu'ils ont justement une autre priorisation en face des différentes dimensions à prendre en compte. Deuxième écueil, le technosolutionnisme, pas au sens un peu désuet qui habite de moins en moins de personnes, de se dire il suffira de déployer plein de technologies et pas de changement par ailleurs, ça fonctionnera, mais plutôt dans le sens où il ne faut pas rester focalisé sur ce changement sans s'interroger sur ses conséquences. En réalité, il n'y a pas de changement technique, ou très rarement, qui ne modifie pas de manière marginale ou très importante le mode de vie des gens et l'économie locale. Quand on disait tout à l'heure, passage de la voiture électrique, c'est pas juste une voiture électrique, c'est des filières industrielles qui vont naître, d'autres qui vont disparaître, donc c'est la politique économique. C'est concrètement besoin de maillage sur le territoire d'infrastructure, c'est concrètement des changements dans le coût du véhicule, avec peut-être un plus gros coût à l'achat, mais on a des vraiment grands coûts dans la vie quotidienne, ou c'est encore des distances plus courtes malgré tout qui pourront être parcourues. On ne pourra pas utiliser le même véhicule pour faire 1000 km d'un coup aujourd'hui. Donc c'est des vrais changements sur les modes de vie qu'il faut essayer de prendre en considération pour les dispositifs techniques. Et troisième écueil à éviter, et qui est parce que c'est un truc très mobilisateur, les questions d'autonomie, autonomie énergétique, autonomie, etc., c'est de centrer les enjeux de résilience à l'échelle de son propre territoire. Si vous avez, c'est génial, adapter votre territoire, adapter les infrastructures, tout développer pour que ça fonctionne, mais que à côté de vous, il y a un territoire qui n'a rien fait, si son réseau craque et que vous êtes relié à lui, ça craque aussi chez vous. Donc il y a un enjeu à réfléchir à ces enjeux coopératifs pour que tout le monde avance, quitte à ce qu'on avance moins vite peut-être parfois, mais qu'on embarque tout le monde. Aussi dans une perspective de cohérence. Encore une fois, évidemment, ce n'est pas la commune de Granville qui produira toute son alimentation, elle n'a pas la cité agricole. En revanche, dès qu'on s'intéresse à ce qu'il y a autour, ne serait-ce qu'au niveau de la communauté de communes, on a un nombre de terres agricoles très important qui peuvent contribuer à améliorer la résilience du territoire. Et je ne parle même pas des enjeux de captation de carbone, hein. Moi, je suis un petit Parisien et a priori, je n'ai pas de quoi planter des arbres dans mon jardin pour compenser mes émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a des territoires qui vont devoir aller au-delà d'une simple neutralité carbone. C'est-à-dire, ils vont devoir baisser leurs émissions de manière très importante et être aussi des puits de carbone pour les territoires urbains. Ça, c'est très dur à tenir dans les milieux ruraux parce qu'ils ont vraiment l'impression, c'est le classique, on nous met sous cloche, on nous met au service des autres territoires. Et il y a un peu de ça quand même. Il y a des enjeux de coopération, parce que les grosses villes, elles ont plus de monde, et concrètement, elles ne pourront pas réduire leurs émissions. Donc, il faut que vous ayez des forêts en bonne santé et en quantité pour compenser les émissions. Donc, qu'est-ce qu'on invente comme mécanisme de gouvernance là-dessus? Qu'est-ce qu'on invente comme coopération financière, etc. C'est des choses qui, avant même par les nationales, peuvent se jouer au niveau local avec des tas de partenariats qui émergent sur ces sujets.
Donc, des petits principes pour prioriser cette action, parce que du coup, notre point, nous, dans nos rapports, c'était de ne pas viser l'exhaustivité, de traiter chaque secteur économique avec toutes les politiques. C'était plutôt de se focaliser sur les grands enjeux clés par type de territoire et les grands chantiers. Et pour sélectionner un peu ces enjeux clés, on a priorisé un peu 5 principes pour mener l'action sur les territoires, qui lisibilisent un petit peu les questions à se poser à chaque fois et qui évitent de rentrer dans des débats comptables un peu sans intérêt, comme on entend parfois. Le premier point, évidemment, c'est de maximiser l'efficacité et l'éco-bénéfice. Si vous sentez qu'en conseil de développement ou ailleurs, on commence à partir sur un débat sur oui, mais est-ce que le papier recyclé, c'est vraiment une bonne chose ? Stoppez le débat, c'est du temps perdu pour tout le monde. Le véritable sujet, c'est de se concentrer sur les grands postes d'émission pour le territoire. Concrètement, c'est la mobilité, avec au-devant desquels la voiture. Pas négliger l'avion, parce que c'est un poste sur lequel on peut aller taper facilement. La consommation concrète des habitants, la viande, ou concrètement les logements. Évidemment, tous ces postes-là, si on veut atteindre une trajectoire de réduction de nos émissions, qui doit nous amener en fait, non pas à 2 tonnes, mais plutôt pour viser la neutralité carbone à 1,1 tonne par habitant, ils vont tous devoir décroître. Sinon, rien que là, il y a plus que 1,1 tonne. Mais c'est aussi dans ces plus gros postes qu'il faut commencer, que c'est le plus facile, qu'il y a des passages à l'échelle, qu'il y a des filières industrielles parce qu'il y a des gros montants à mettre en jeu. Donc c'est là qu'il faut se concentrer. C'est là aussi où souvent, et j'en parlais, il y a des co-bénéfices importants, en particulier sociaux pour la population. Donc aller sur ces politiques-là. Deuxième point, c'est très dur de lancer de nouvelles choses, de faire des projets à l'échelle, d'être sûr que le projet est parfait. En revanche, en général, c'est assez simple de discerner quand un projet est concrètement pas au niveau ou pas bon pour le territoire. Et parfois, ne rien faire, c'est faire énormément. Donc arrêtez d'aggraver le problème, c'est-à-dire arrêtez de soutenir des projets qui sont pour le territoire pas viables, avec un réchauffement climatique qui va atteindre au niveau global les 2 degrés, sûrement d'ici 2050, et qui ne sont pas compatibles avec un monde qui est sorti des énergies fossiles à cette date-là. Et ça, très concrètement, au-delà de renoncer à les financer, les soutenir, etc., ça se pose sur des questions, aujourd'hui, de plus en plus avec la question de l'eau, on en a parlé hier un peu à table, ça va devenir aussi un facteur limitant à l'installation de tout un tas de choses sur le plan industriel, les territoires qui vont se retrouver contraints par ça. Ça pose la question aussi de la maladaptation sur les territoires, parce que tout le monde va vouloir avoir de l'eau, tout le monde va développer des systèmes techniques, etc. pour avoir de l'eau. Ce qu'il faut questionner à la fin des fins, c'est les usages. Là, on est au cœur du débat, entre autres, par exemple, sur les méga-bassines. Le sujet qu'on veut avoir de l'eau pour l'agriculture, c'est une très bonne chose. On peut questionner ensuite le fait que le projet soit bien dimensionné pour respecter l'hydrologie locale, c'est une autre chose. Mais à la fin, très concrètement, la question qui se pose, c'est à quoi va servir cette eau ? Et un des enjeux sur les méga-bassines qui clivent entre les agriculteurs et les écologistes, c'est ce qu'on arrose. Les méga-bassines sont développées pour des cultures plutôt productives et souvent pour le maïs, qui est the culture qu'on arrose en été. Maïs qui sert à plus de 80% à nourrir le bétail. Bétail dont on dit qu'à horizon 2050, on va devoir en réduire le cheptel. Donc la question, c'est si on fait ces investissements qui pérennisent certaines pratiques agricoles, les soutiennent, alors même qu'en bout de course, on veut réduire les débouchés de la filière, ça pose question sur la viabilité à long terme. Et ça pose la question de est-ce que cette adaptation qu'on est en train de faire, elle pérennise un modèle existant qui n'est pas viable ou elle est réellement transformative. Et la ligne de crête entre les deux n'est pas toujours simple. Elle nécessite de l'ingénierie, elle nécessite de se projeter réellement avec les acteurs du territoire sur une vision de celui-ci à horizon 2050 et transformée. Parce que s'ils sont dans leur problématique du quotidien aujourd'hui, ils vont trouver des solutions à leurs problèmes. C'est aussi un message clé, c'est que les territoires, ils vont pas attendre les acteurs des territoires vont pas attendre les collectivités pour s'adapter. Et en général, quand tout le monde s'adapte tout azimut de son côté, ça crée de la maladaptation. Parce que tout le monde tire sur les ressources disponibles et c'est ce qui risque de se produire de plus en plus. Se projeter dans le futur, c'est aussi se poser la question, pour les projets obsolètes à 2050, des ressources qui seront disponibles sur le plan énergétique. On a plein de projets qui jaillissent et qui se targuent d'être ancrés dans la transition écologique, en particulier des projets sur la question de l'hydrogène. Bon, très concrètement, l'hydrogène, ça n'échappe à personne. On en parle tout le temps, c'est un vecteur énergétique. Pour le produire, il faut de l'électricité. La SNBC et RTE nous disent qu'à 2050, on aura à peu près 50 TWh à consacrer à l'hydrogène. Or, on a 2 filières à décarboner en priorité avec l'hydrogène. La production d'engrais, parce que même si on a fait la transition agroécologique, on aura besoin d'engrais en 2050 pour se nourrir. Et la production d'acier. Et si on couvre ces 2 secteurs, on n'a plus d'hydrogène disponible en plus. Donc vous pouvez oublier a priori l'hydrogène dans le transport. Ce ne sera pas du tout un secteur prioritaire. Et aujourd'hui, malheureusement,
et en toute bonne foi, hein, et avec des acteurs qui les convainquent, qui peuvent être convaincants. On a des collectivités qui se lancent dans des projets qui sont liés à d'autres usages de l'hydrogène. Ils passeront pas à l'échelle et ils ne seront pas viables à long terme. C'est des gros investissements qui sont malheureusement perdus. Donc la nécessité de se projeter dans ces scénarios de manière systémique et de comprendre les limites sur les ressources. À un moment ou à un autre, l'État va dire les engrais et l'acier, c'est peut-être stratégique quand même. Privilégier les actions qui contribuent, qui contribuent aux objectifs partagés. On l'a dit, c'est développer les puits de carbone, c'est se dire que c'est toutes les politiques locales des collectivités qui contribuent à tenir les objectifs. Réduire la mobilité, c'est évidemment aussi retrouver une offre de services et de commerce qui fasse en sorte que les gens aillent moins loin. Donc c'est directement lié à la politique de DEVECO. Donc objectif de décloisonnement et de réfléchir à comment est-ce que mes politiques elles embarquent les autres politiques de la collectivité. Comment c'est ce qui prend du temps, j'ai rapidement dessus aussi. Il y a des choses qui peuvent paraître anodines, genre la piste cyclable en plus qui ne va pas forcément être utilisée tout de suite. Ouais, mais ces investissements initiaux, ils sont fondamentaux. Les gens, ils ne changeront pas de comportement s'il n'y a pas les infrastructures de base qui soutiennent ces changements de comportement. Donc il y a plein de choses qui à terme peuvent apparaître comme pas forcément ultra rentables tout de suite, mais qu'il faut lancer maintenant pour que les gens aient la capacité de changer. Et anticiper pour pouvoir prendre appui sur les crises, c'est le dernier point et c'est celui qui est au cœur des enjeux de résilience. Les crises, on ne sait pas quelle forme elles prendront exactement, on ne sait pas quand est-ce qu'elles arriveront, mais on est certain de plusieurs choses. En territoire côtier soumis au risque de submersion, on est certain qu'un jour il aura une tempête et de la submersion. Les territoires, quels qu'ils soient, on est certain qu'ils connaîtront des vagues de sécheresse. On est certain qu'on aura de nouvelles crises énergétiques. La question, c'est qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Est-ce qu'on fera ce qu'on a fait pour les crises précédentes, c'est-à-dire un retour à la normale qui est très coûteux, ou est-ce qu'on saura en tirer profit? On en tirera profit à une seule condition, c'est qu'on ait eu le temps de se poser collectivement avant la crise pour définir des trajectoires. Parce que ce n'est pas quand on est complètement assailli par les problématiques qu'on doit répondre à l'urgence qu'on est capable de faire les choix les plus cohérents. Donc ça demande de se poser aujourd'hui sur les territoires pour imaginer les scénarios de crise. Ça peut être des superbes occasions justement d'asseoir la vision d'un territoire résilient en 2050 en se disant tout ça c'est de la projection. On imagine, c'est de la vision. On sait très bien qu'aujourd'hui on n'a pas nécessairement les moyens. Typiquement aujourd'hui on peut prendre l'exemple des territoires littoraux. Lacanau, ils ont fait depuis la dernière crise, ils ont fait un super projet de relocalisation des habitants. Aujourd'hui, les habitants, dans le fond, n'ont pas super envie d'être relocalisés. C'est légitime, ils habitent là, c'est leur territoire. Et deux, ils n'ont pas les moyens, ça coûte beaucoup trop cher. Le jour où une vague de submersion va se produire, là, concrètement, le dispositif CatNat va être déployé, on aura de l'argent. Les citoyens, s'ils ont de l'eau jusque-là, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'ils soient propices, qu'ils soient en cas prêts pour le débat. Donc très concrètement, si on y a réfléchi avant, on pourra agir pas dans l'urgence et se dire c'est l'occasion d'utiliser ces fonds et ce moment précis où les gens sont d'accord pour faire ce projet qu'on a conçu à l'avance. Si on le fait au dernier moment, on risque de reproduire des erreurs, d'artificialiser des terres qui auraient pu être préservées, etc. Donc tout ça, et c'est un peu en mot de la fin, ça nécessite encore une fois de prendre le temps de comprendre ces enjeux, parce que c'est pas simple. La question des ressources, la question de ce que c'est qu'une bonne technologie, quand on a les acteurs en face de nous qui nous disent « Ah ouais, j'ai tel process, c'est génial, fais-moi confiance, c'est de la transition », faut être capable de leur répondre en face, surtout dans le DEVECO, parce que vous êtes en première ligne. Ça demandera de le faire avec les gens, donc c'est un peu notre deuxième point, prendre le temps de mobiliser les gens sur son territoire, pour anticiper ses futurs, pour se mettre d'accord, pour tracer une trajectoire commune. Et c'est seulement à ce prix-là, ensuite, qu'on peut réfléchir à une réorientation. Là, on ne pourra pas faire tout d'ici le prochain mandat, mais déjà, si la fin de ce mandat-là, vous l'utilisez dans le cadre des codev, dans le cadre de la collectivité autant que vous pouvez, pour remettre sur la table des questionnements, sans dire que ça change toutes les politiques, etc., pour que le prochain mandat commence sur les chapeaux de roue, ça serait une très bonne chose, parce qu'on a des objectifs assez criants pour 2030. Ça, c'est la plateforme. Si vous voulez aller voir les résultats pour votre collectivité, après, vous amusez à regarder un peu les chiffrages qu'on a fait sur différentes dimensions. Vous pourrez aller checker et poser d'ailleurs des questions liées à ces différents chiffrages locaux. Voilà. Merci beaucoup, Corentin. Je vous avoue qu'on a un peu dépassé sur le temps. Est-ce qu'on a le droit de prendre une question? Une seule, a dit Claudine. Oui, bonjour. J'ai une question, moi. Je ne sais pas si c'est un sujet tabou. On ne parle jamais de démographie. On a besoin de plus d'eau, plus d'énergie demain. Et s'il y a plus de... Parce qu'on va passer de pas de 10 milliards en 2100
ça veut dire à peu près 2 à 3 milliards de plus, c'est une question. Parce que les gens qui vont venir là où c'est meilleur paraît-il, ils viennent avec leur tempérament, leur religion, etc. Donc ça peut être un sujet qui, aujourd'hui, ils ont besoin de manger et tout ça, ça leur dépasse, ça les dépasse. Ouais, on parle peu de démographie parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a beaucoup de leviers, sauf à tirer sur les gens. En fait, on fait déjà à peu près ce qu'on peut. Ce qui va aider, c'est le DevEco dans les pays les plus pauvres qui font que les femmes commencent à faire moins d'enfants. En réalité, la transition démographique, elle a amorcé partout, même en Inde. Ils sont passés en dessous le seuil de reproduction des générations. Il ne reste plus que l'Afrique subsaharienne qui a effectué cette transition. On a assez peu de leviers et des simulations intéressantes qui ont été faites. En fait, c'est surtout dans les pays les plus pauvres, de toute manière, qu'il y a des enfants qui sont faits aujourd'hui. Et on pourrait par exemple supprimer tous les enfants à naître en Afrique à horizon 2050. Ça aura un impact sur les émissions d'à peu près 5% à 2050. Faut faire 90-95%. Donc ça, c'est pas significatif en fait, parce que c'est dans les pays les plus riches qu'on consomme et parce que on n'a pas de gros leviers et qu'il y en a de moins en moins. On va très vite caper sur la population mondiale. Voilà. Ah oui, mais surtout à l'échelle. Ouais. Non, mais c'est un enjeu, et en particulier à l'échelle locale pour le coup. Enfin, comment est-ce qu'on accueille des populations, déjà juste en France. On parle beaucoup, enfin les migrations d'ailleurs, c'est rigolo, ça va pas être des migrations d'Afrique subsaharienne. Hein. Les premières migrations qui vont arriver en France et qui vont commencer, ça va être des migrations espagnoles et italiennes, parce que concrètement, même là-bas, ça va devenir très compliqué de vivre dans les années à venir. Donc ça va être intéressant de revivre un racisme en mode années 30, ça laisse les Espagnols et les Italiens le problème, mais en tout cas voilà, ça va aller très vite. Et donc la question aussi, c'est que nos territoires à nous, en particulier la France, on a des capacités biologiques qui sont plutôt importantes, donc on va plutôt être une terre d'accueil. Donc la question de si on est capable de faire des populations en termes d'accueil, c'est un enjeu pour vos territoires. Et on en parle un petit peu dans la publication, si vous voulez la regarder, de ces enjeux-là. Merci beaucoup. J'ai Claudine qui me remet un petit coup de pression pour assurer qu'on tient le timing, et c'est normal. Donc vraiment, grand merci Corentin d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Merci à vous tous pour vos questions. Et je passe la parole à Annabelle pour vous raconter la suite du programme. Oui, donc très rapidement, vous avez dans vos sachets des petits livrets avec tout qui est expliqué. Donc en fonction de vos ateliers, vous avez des lieux qui sont notés. Pour l'atelier numéro 1 sur l'emploi, vous serez dans la galerie Front de Mer, donc juste derrière cette salle. Quand vous sortez, vous prenez à gauche et tout de suite à droite, ça sera ouvert. Pour l'atelier numéro 2 sur le métier de développeur économique, j'ai plus l'intitulé en tête, bon, bref, peu importe, vous allez sur la salle du Plagousset. Donc là, il va falloir marcher un petit peu. Vous sortez, vous prenez la promenade et vous allez voir une salle qui est blanche et bleue, vous vous arrêtez, c'est ici, il faut monter des escaliers, vous allez avoir... Globalement, il n'y a que l'atelier 3 qui sera ici, donc juste derrière, qui n'aura pas la vue mer, j'en suis désolée, donc, mais c'est pas grave, il est de qualité, il est avec Anne-Sophie sur la mobilité, voilà, et la démobilité d'ailleurs. Juste pour le déjeuner, dernière petite information, donc retour ici, prévoyez vos vestes, parce qu'il y a la possibilité de manger dehors, si vous le souhaitez. Face à la mer, toujours. Tout à l'heure.